Ma blonde, on va avoir des mets chinois de toutes les sortes. Fait que je pense que je l'ai pour un 3-4 heures à faire de la bouffe. Mais vraiment, puis je veux vraiment porter une attention spéciale de remercier toute la gang. Ça me surprend pas du tout que toute la gang de Zelodor ait donné des informations, puis que je pense qu'on est on aime ça se rencontrer, on aime ça. On attendait un super de meeting qu'on a année après année, mais cette année on peut pas. Mais comme j'ai vraiment aimé ta suggestion. J'ai juste hâte que ça arrive. Et puis, je pense qu'on va partager des bons moments. Puis merci beaucoup à toute la gang. Écoute, ça a été que du bonbon, là. Good. Hey, merci. Un énorme merci, Denis, de m'avoir permis de manger. Venir de préparer mes affaires pour ma conférence. Fait que, on est fin prêt à commencer ça. Un énorme merci, mon ami. Ça fait plaisir. Bye bye. Bye, là. Je pense que ça a bugué. Est-ce que vous me voyez? Juste voir si ça marche avant. Je me réponds. Yes, sir. Vous m'entendez? Je vais mettre la présentation que je vais faire. Donc, je vais vraiment attendre à 1 heure. Il était 59. Je suis une personne ponctuelle habituellement. Non, mais il y a des gens il y a de plus en plus, je le vois, là, les gens rentrent sur le kiosque en ce moment. Je démarre la présentation sur l'Achigan dès 1 heure. Donc, c'est presque là. Permettre de prendre une petite gorgée de café avant de commencer. Puis, basse, que Phil Prouille écrit. Donc, je vais aller loader ça. Ma présentation s'appelle Basse. Donc, ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'agent manufacturier de l'agence Zell Outdoors. Donc, je représente plusieurs compagnies dans le monde de la pêche. Je suis avant tout un passionné de pêche, un fan fini que je pêche depuis très, très, très longtemps. C'est la même histoire que tout le monde. On est allé quand on était jeune. Moi, mon père il a écrit tantôt qu'à 6 ans, on avait pogné un brochet de genre 12 livres, je sais pas quoi, une affaire de fou. Fait que tu sais, je pêche depuis toujours. Puis depuis 2010, je me suis spécialisé beaucoup plus dans les tournois d'Achigan. Je me considère encore comme un pêcheur multi-espèces. Vous ne pouvez pas m'enlever ma grise, mon doré en début de saison. J'aime ça faire des affaires, faire changement. J'aime ça aller pêcher dans le sud aussi. Donc, je pêche un peu de tout. Mais je suis vraiment... je me suis essayé de me spécialiser plus dans la pêche à l'Achigan pour faire les tournois. Donc, pendant la présentation, les 2 dernières que j'ai faites, je ne répondais pas aux questions qui étaient là. Là, je vais regarder les questions, je vais les filtrer un peu. Si quelqu'un me pose une question sur le doré, je vais attendre après. Je vais répondre à 100% des questions, mais je vais répondre aux questions. Puis si jamais je sais que vous posez une question puis je réponds pas, c'est peut-être parce que j'en parle plus tard dans ma conférence. Donc, je vais essayer de pas me faire interrompre durant ma conférence, mais je vais essayer de répondre au plus de questions possibles. Après, je reste sur le site jusqu'à 6 heures ce soir. Donc, vous pouvez me poser toutes les questions inimaginables que vous avez sur les connaissances que moi j'ai. Puis, donc, c'est ça. Je le dis à chacune de mes conférences, je ne suis pas un poisson. Je ne suis pas le gars qui se prétend être le meilleur. J'ai un bagage, j'ai des années sur l'eau, j'ai des heures d'accumuler sur l'eau qui m'ont permis de comprendre des choses que j'ai appliquées dans plusieurs lacs aussi. Il y a beaucoup de pêcheurs au Québec qui vont à la même pourvoirie pendant une semaine à tous les années. Donc, dans ces cas-là, c'est dur un peu de comprendre le poisson en général. On comprend le poisson dans ce lac-là. Moi, là, on va parler d'Achigan aujourd'hui. J'ai fait des tournois au Québec. J'ai fait un tournoi aux États-Unis. Là, je fais tous mes tournois sur 100% en Ontario. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Newborough Lake, Big Rideau Lake, de Dog Cranberry, Mississippi Lake? Je fais des tournois qui partent de Kingston en Ontario, qu'on peut aller sur le lac Ontario. Je fais des tournois encore au Québec, donc le fleuve Saint-Laurent à hauteur du Saint-François. J'ai fait beaucoup de lac Saint-Louis, des trucs comme ça. Je pêche l'Achigan aussi dans le nord. J'ai des petits lacs dans le nord. Je vais me faire du fun avec mes chums. Tu sais, se dégourdir la main un peu, là, puis pogner une coupe de poisson, c'est le fun aussi. Donc, j'ai pêché l'Achigan dans multiples façons différentes. Le lac Champlain, beaucoup aussi. Puis, j'ai acquis des connaissances que je peux transmettre dans ton petit lac proche de chez vous, dans ton fleuve Saint-Laurent ou peu importe, puis je vais essayer de vous aider là-dedans.
La photo que j'ai mis là, j'ai choisi elle. C'est pas les plus gros poissons qu'on a pognés dans notre saison l'année passée, mais on était quand même fiers, un mix bag qu'on appelle en tournoi, de prendre la petite bouche et de la grande bouche pour nos 5 meilleurs poissons. C'est quand même super le fun. Fait que c'est une belle journée. Ça, c'était sur le Big Rideau. On avait fini 12e la première journée, 12e la deuxième sur 85. C'était pas une victoire, c'était pas un top 10. 12-12, c'est quand même assez bien. On avait bien fait. Donc, on commence ça. La petite bouche versus la grande bouche. Deux poissons qui sont dans la famille des achigans, mais qui sont quand même, qui ont des comportements, des tempéraments très différents. La petite bouche, c'est un poisson qui se promène quand même beaucoup. Parfois, va suivre les bancs de poissons. C'est un poisson qui peut se tenir entre 1 pied et 40 pieds, et 50 et 60 pieds même. Donc, quelque chose qui va être un peu moins commun chez la grande bouche, vous allez comprendre pourquoi. Quand on est dans des situations de courant, la petite bouche, elle aime le courant. La grande bouche, un petit peu moins. Donc, la petite bouche, pour la retrouver, quand on va parler de lac, les endroits où il va y avoir du sable, les endroits où il va y avoir de la roche, ça va être bon. Les lignes, la terminaison, la place où ce que les joncs vont terminer, ça va être bon. Dans des cas de canicule qui fait vraiment chaud, sous les quais, on va retrouver de la petite bouche aussi. Là, je vais parler du fleuve aussi, tous les endroits qui a du courant. En anglais, on appelle ça un river system, un système de rivière en français. Mais en général, la petite bouche est collée sur quelque chose. OK? Là, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous donner une situation. On a un spot qu'on l'appelle la bûche puis le bio sur Saint-François. Ça s'appelle la bûche puis le bio. Il y a une bûche, la roche et le bio. Fait que il y a un arbre couché dans l'eau, il y a une roche, c'est que du sable à perte de vue quasiment à côté. Mais il y a tout le temps 2-3 achigans là-dessus. C'est leur maison. Ça prend quelque chose. Cette petite bûche-là, cette petite roche-là, il y a un peu de courant sur la place où ce qu'on est. Fait en sorte que les petits poissons, des fois, ils vont venir se cacher là pour, hey là, ça fait un bout, là, je suis dans le courant, j'essaye de monter, je me cache un peu, je relaxe, puis je repars après. Ou ben non, un petit méné qui descend le courant, puis je vais me cacher là un peu, OK, c'est good, puis on repart. Fait que c'est un frigidaire à achigan. Donc, ils ont toujours besoin de quelque chose. Qu'est-ce que vous allez rechercher, surtout pour la petite bouche? C'est une transition entre quelque chose et quelque chose. Donc, sur un endroit, mettons, qui va avoir une belle plage de sable, on va peut-être, tu sais, il y a des exceptions dans tout. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas le dieu de la pêche. Non, c'est qu'est-ce que j'ai acquis. Mais des fois, on va en trouver en plein milieu du sable nowhere, est allé manger. Mais en général, s'il y a du sable, puis il y a un tapon de roche, elle va être dessus. S'il y a du sable, puis il y a une ligne d'herbe, elle va être très, très près, habituellement. S'il y a du sable, s'il y a de la roche, s'il y a de l'herbe partout, mais il y a un trou de roche, elle peut être là aussi. Donc, c'est de trouver la jonction entre quelque chose et quelque chose. Puis les 3 éléments, vous avez vu, c'est sable, roche et algues. C'est beaucoup, beaucoup ça. Il va y avoir des structures humaines, donc des quais, d'avoir des trucs comme ça. Ça peut être excellent aussi. Je l'ai dit tantôt, lancer en dessous d'un quai, ça peut être excellent. Donc, ça, c'est pour la petite bouche. Dans le fleuve Saint-Laurent, tout ce qui est fleuve Saint-Laurent, à partir du lac Ontario jusqu'à Trois-Rivières, l'achigan petite bouche va se tenir dans toutes les profondeurs différentes. Là. Il va en avoir vraiment dans 3 pieds d'eau, puis il va en avoir dans 40, 50, 60 pieds d'eau. Je ne pêche pas en bas de 40 pieds d'eau. La plupart du temps, ça risque de tuer l'achigan. Donc, dans un cas d'un tournoi, je ne veux pas tuer un achigan parce que ça l'enlève des points à la fin de la journée. Notre but, c'est de ramener les 5 poissons vivants et puis les remettre à l'eau vivants pour qu'on puisse les prendre au prochain tournoi et qu'ils prennent une livre à toutes les fois et qu'on gagne un tournoi éventuellement avec ces achigans-là. Donc, petite gorgée. Dans une situation de courant, l'achigan petite bouche, elle va aimer le courant souvent. Donc, les pointes d'îles, le devant des îles. Donc, sur un flat de sable, comme j'expliquais tantôt, quand il y a un petit quelque chose pas pour se cacher, mais pour avoir un repère pour eux. Sinon, on va rechercher du creux. Dans le creux, c'est des heures et des heures que j'ai passé à mettre la caméra dans le fond pour comprendre pourquoi. Je suis pas capable de vous expliquer rapide de même en 2 minutes sont où puis pourquoi dans le creux. Mais dans le creux, on va retrouver des endroits où si on regarde là une journée qu'il n'y a pas de vent du tout, puis il y a un tourbillon sur le dessus, ça peut être un très bon endroit. Pourquoi? C'est un endroit où exemple, ça part de 30 pieds puis ça descend à 35. Donc, l'eau, elle passe, puis là, elle descend super rapidement. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un tourbillon. Ben, les petits ménés qui s'en viennent là-dedans, là,
pognes le tourbillon, ils sont tous étourdis. Bouffe facile pour l'achigan. C'est un poisson qui va être opportun. Il y a un méné qui a passé, il est étourdi un petit peu. Bon, on va le ramasser. Je viens de ramasser ma petite mouche, ma petite chip. Donc, c'est un peu ça pour la petite bouche. Il y a des drifts, des fois, qu'on se demande pourquoi elle est là. C'est juste plat, puis il se passe rien, puis il y a des achigans là. Mais il va souvent avoir des grosses roches. Puis on va être collé sur une roche. Donc, tu sais, les grosses roches, là, je parle des roches là, vraiment en temps réel, là, c'est de cette grosseur-là, mettons, là, les achigans vont être près de ça. Donc, il y a du sable partout dans le fond, mais il y a quelques roches, ils vont être dans ce coin-là. Donc, ils ont souvent besoin de trucs pour être reliés à ça. Dans des lacs, là, c'est le même principe si on descend plus en profondeur. Dans des lacs, des petites bouches, il y en a dans le 20 pieds ou peu importe, il y en a partout. Maintenant, la grande bouche, c'est mon ami Jason Gramada qui m'a dit une phrase qui m'a marqué puis que j'ai dit puis que je redis tout le temps. Là, j'ai pas la prétention de dire que j'ai inventé ça ou dit ça. Peut-être même lui, il l'a appris de quelqu'un d'autre en écoutant des vidéos aux États-Unis, mais lui, il m'a dit quelque chose, c'est un achigan de grande bouche, ça a besoin d'une maison. Je dis, OK, une maison. Fait que des fois, ça peut être juste un mur. Des fois, ça peut être 3 murs. Puis des fois, ça peut être 3 murs avec un toit. Des fois, ça peut être juste un toit. Donc, ça a besoin d'une partie d'une base de maison. Imaginez votre maison, vous êtes là, votre appartement. Tu peux enlever 2 murs. Moi, dans mon bureau, je peux enlever les 2 murs là, mais garder le toit. Je peux, tu sais. Donc, ça a besoin d'une maison. Puis, ça va souvent se tenir dans les algues, dans les endroits où il va y avoir des arbres, des endroits où il va y avoir des roches quand l'eau est plus froide pour se réchauffer. On n'oublie pas toute espèce confondue, là. Dès que ça aime l'eau chaude, comme un achigan grande bouche, ça aime l'eau chaude. Les roches réchauffent l'eau. Donc, dans une situation de printemps, que l'eau est froide au début, cet achigan-là, regardez où ce que je suis. Ça, c'était au lac Champlain. Au lac Champlain, on a le droit d'aller en début de saison avant que l'achigan fraye, dans le temps qu'on avait le droit d'aller aux États-Unis. Puis, cet achigan-là, je l'ai pris sur un arbre qui était couché dans l'eau comme ça. Donc, elle était cachée sur sa maison. Sa maison, c'était un arbre couché dans l'eau. Aussi simple que ça. Puis il m'a regardé, en début de saison, sur le lac Champlain, l'eau est très, très haute. Donc, des maisons à achigan, t'en veux-tu? En voilà. Il y en a des tonnes et des tonnes. Plus près de la rive en général, dans les lacs pour la petite bouche. Donc, la petite bouche dans les lacs, regardez la plage de sable, c'est tout le temps winter. Il va y avoir de quoi pas loin de ça. Oui, proche de la rive. Par contre, il y a un moment dans l'été où elle va pouvoir descendre un peu plus creux parce que là, à la surface, ça va être très, 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 très chaude. Tu sais, la semaine là, que tout le monde font de la tripe, du sidou, puis qu'ils se baignent, puis qu'ils boivent de la bière en bateau, là, cette semaine-là, là, l'achigan va descendre un petit peu plus creux la plupart du temps. Donc, j'ai parlé dans mes dernières conférences, j'ai pas mis d'image de ça, mais j'ai parlé dans mes dernières conférences de la grise qui va aller rejoindre des pointes, qui va aller rejoindre des plateaux. C'est exactement le même principe, on n'ira pas dans des profondeurs de 100 pieds comme la grise ou 80 pieds comme la grise. On va aller dans des profondeurs un petit peu moins creuses, donc je conseille 20 à 30 pieds, 15 à 30 pieds, mettons, on a un bon range. Je l'explique depuis vendredi. Téléchargez Navionics sur votre cellulaire, OK? Navionics. Puis, il y a le Sonar Chart. Il me semble que c'est le même que ça s'appelle. J'oublie tout le temps le mot. Puis, vous allez être capable de cibler des profondeurs. C'est ça, c'est Sonar Chart. Je doute tellement de moi tout le temps sur les noms des choses. Donc, le Sonar Chart, il va être... on va pouvoir sélectionner certaines profondeurs. Donc là, ma carte, à un moment, est setée pour mes images que j'ai prises pour vous mettre dans ma conférence sur la grise. Mais juste avant, elle était encore setée pour mon dernier tournoi que j'ai fait à l'Achignan sur le fleuve Saint-Laurent. Sur le fleuve Saint-Laurent, j'avais seté pour que de 0 à 6 pieds, qui est ma zone shallow water, donc eau peu profonde, était orange. Après ça, de 6 pieds à 20 pieds, c'était mon mid-shallow que j'appelle. Donc, entre l'eau pas creuse, shallow en français, c'est eau peu profonde, puis deep, c'est creux, pour les gens qui parlent pas anglais. Donc, je vais souvent utiliser le mot shallow et deep, là, juste que vous le sachiez. Le shallow, c'est eau peu profonde, puis deep, c'est creux. C'est dans mon jargon de pêche à l'achigan, je suis pas capable de me l'enlever, puis je m'en rendrai pas compte, puis c'est ça que je vais dire. Donc, je veux juste que vous le sachiez. Donc, j'avais une autre couleur pour de 6 à 20 pieds, puis de 20 pieds et plus, j'avais mis une autre couleur. Donc, je savais exactement quoi aller chercher si je voulais trouver des poissons en eau peu profonde, ou aller voir pour des poissons en eau plus profonde. Puis dans ce temps-là de l'année, j'avais moins de poissons dans le gauge entre les deux. Là. Fait que j'éliminais cette couleur-là dans ma tête quand je faisais des recherches de poissons. Donc, en mettant ces couleurs-là, vous allez être capable de trouver les hauts fonds, les pointes sous-marines, les endroits où les achigan vont pouvoir être. Des fois, les algues ils descendent vraiment, vraiment creux. On va avoir des algues jusque dans 20 pieds. L'utilisation de sonar est très importante. Si vous avez un sonar 2D conventionnel, avancé, mettons, ça, c'est le mur d'algues dans le fond, là.
Là, je vais essayer de faire un bateau. Vous êtes à la surface de l'eau, ça, c'est le bateau, ma main d'en haut. Donc, vous avancez avec votre sonore, vous voyez, c'est propre dans le fond, puis à un moment donné, il y a des algues. On recule, on va essayer de pêcher juste vis-à-vis. Ça va être la transition entre le beau fond et les algues, comme que je parle depuis tantôt. Donc, cette situation-là arrive dans les lacs aussi. Comme je disais, les questions qui ne sont pas en lien avec l'Achigan, je vais répondre après. La Grande Bouche. Ben oui, je t'ai rendu à la Grande Bouche. La maison. Donc, les quais pour la Grande Bouche aussi, ça va être excellent. Je vais vous conter une histoire d'un tournoi pas longtemps après que Jason m'a expliqué qu'un Achigan, ça a besoin d'une maison. On était sur le lac Saint-Louis, on prenait des petites bouches, puis là, on avait un beau sac pour faire peut-être un top 10. Tu sais, on pensait qu'on allait être correct, mais on savait qu'il nous manquait un gros poisson. Puis nos petites bouches qu'on avait trouvées, finalement, il n'y avait pas de gros poisson, c'était toute la même grosseur. Donc, on disait, on va essayer d'aller trouver une grosse largemouth. Mon chum Daze, il dit, j'en ai vu une dans une maison. J'étais comme, ah ouais, ça a été ma première maison que j'ai vue, je pense, que je voyais vraiment bien. Sur le Saint-Louis, il y a des endroits que l'eau est tellement claire, on voit vraiment bien. Fait que là, on arrive, on n'avait pas le waypoint. C'est à peu près là, on rentre dans le canal, on tourne à gauche, on revient sur notre bord. Dans les îles de la Paix, il y a plein de belles places pêcher la Grande Bouche sur le Saint-Louis. Donc, on avance, on est à peu près, je pense, c'est à peu près ici. Et on voit la maison parfaite. C'était 2 murs comme ça et un mur comme ça. L'Achigan, il était parké là. That's it, that's all. Il bougeait pas. Là, on lui a fait peur. Donc, on lançait des affaires, il voulait rien savoir. Il dit, hey, Dave Mercer, j'ai déjà écouté une émission qui disait juste aller plus loin puis revenir sans, tu sais, en pas longtemps, un peu de temps, en 15 minutes, on va essayer de la pogner. Puis on l'a pogné. On a fini 3e au tournoi. C'était un icône à base dans ce temps-là. Pendant un certain temps, ça a été mon meilleur score en tournoi. J'étais super fier de ça. Donc, ça a été ma première situation de maison. J'ai un spot sur le fleuve Saint-Laurent que j'avais été avec Daniel Cousineau. Il m'avait emmené là. Puis, on tournait une émission amateur de pêche. J'ai pogné ma plus grosse largemouth à vie. On n'avait pas de balance. Mais c'était une 6 over. Là. Une plus de 6 livres, c'est sûr, à 1000%. Puis, c'était un bar en herbe comme ça. Puis, à un moment donné, ça rentrait par en dedans, puis ça revenait. Je suis casté là. J'ai pogné ma grande bouche. L'année d'après, j'avais pas de waypoint. Je dis, hey, Daniel, je peux-tu retourner dans ton spot? Ben oui, le jeune, vas-y, il n'y a pas de trouble. Daniel parlait comme ça. J'aimais beaucoup Daniel, qui est décédé aujourd'hui. Je retourne au spot avec mon chum Martin Bérubé. Puis là, je dis, hey, l'année passée, là, il y avait un grand héron. Hey, c'est draticite. Regarde le trou dans l'eau. Je flippe. Boum! J'ai repogné exactement le même poisson. C'est sûr et certain que c'était le même. C'était sa maison. Puis, si c'était plus sa maison, c'était une place vraiment bonne pour un Achigan à Grande Bouche. Tu sais, moi, maintenant, je la pogne, je la mets dans le vivier, puis je fais faire 2 heures de bateau, je la ramène ailleurs. Une Grande Bouche, c'est paresseux, ça va se trouver une nouvelle maison dans le coin. Un autre gros poisson va prendre sa place. Pourquoi cette Grande Bouche-là était là, puis qu'elle était grosse, puis était tout le temps là? C'était un bon endroit pour que les ménées passaient, elle ouvrait la bouche, elle aspirait, that's it, puis elle prenait des ménées, puis elle mangeait là. Donc, les Achigan à Grande Bouche, ça avait besoin d'une maison. Les weed lines qu'on appelle en anglais, donc les murs d'algues. L'année passée, on a une situation de tournoi qui c'était ça. En fait, on a un tournoi, c'était quasiment rien que ça. Ensuite de ça, les endroits où il va y avoir des algues, mais qui va avoir de l'espace pour les poissons pour naviguer dedans. Ça prend des techniques spécifiques que je vais vous expliquer tantôt. Mais j'ai beaucoup de situations comme ça. Dans nos lacs du Québec, dans le Nord, il commence à avoir de plus en plus de problèmes de myriophiles à épis, les algues, le milfoil en anglais, que c'est dans tous les lacs déjà en Ontario, aux États-Unis, puis tout. C'est un produit, c'est une sorte d'algue qui vient des États-Unis puis qui arrive ici. C'est dommage parce que un de mes lacs préférés dans le Nord, la pêche était tellement facile avant. J'emmenais les gens là, il y avait à peine d'algues. Les Achigan, ils étaient surtout sur les structures, là, un tout petit peu d'algues, les roches. Fait que là, disait, ou ben non, les arbres dans l'eau, les trucs comme ça, les quais. Donc, c'était facile pour moi. C'est là j'emmenais ma tante, mon oncle, mon père, les membres de ma famille. Et quand j'allais à la pêche avec des enfants, on allait sur ce lac-là parce que on pouvait pêcher avec des Senko, qui est la base, la pêche la plus facile au monde. Lance un Senko, tu laisses tomber dans le fond. Un moment donné, quand tu ta canne, fais ça, tu fais. Je vais vous l'expliquer un peu tantôt. Mais, il y a eu le myriophylle à épis dans ce lac-là, puis c'est rendu de plus en plus difficile. Pendant 1 an, j'ai gratté ma tête, j'ai fait, je pêchais pareil comme d'habitude. Donc, quelqu'un écrit l'importance de laver vos embarcations. Oui, en effet, c'est très important. Moi, là, les mondes qui chialent pour payer 20$ pour laver un bateau, mais qui ont été sur le fleuve la semaine d'avant, là, non. Payez-les le 20$. C'est dommage d'être obligé de payer pour aller sur nos plans d'eau, mais juste 20$, c'est acceptable. Eux autres, ils ont besoin d'un petit employé qui est là toute la journée pour laver les bateaux. Ils ont besoin de la machine, ils ont besoin tu sais, ça prend de la ressource, donc ils n'ont pas le choix. Donc, payez-les le 20$. Le 100$, chiolez. En haut de 20$, chiolez. C'est pas normal de payer plus que ça au Québec. Moi, c'est un autre débat qu'on parlera à un autre moment donné. Donc, lavez vos bateaux.
Donc, les endroits maintenant qu'il y a des algues, mais pas trop concentrés, puis qu'on voit qu'il peut y avoir des trous, puis les algues, les chiens peuvent se promener dedans, ça peut être excellent aussi. C'est leur maison, les algues. Des fois, il va y avoir des algues, il va y avoir un trou dedans, et on a une technique qui s'appelle le flipping. On va lancer, ça va tomber exactement là. Donc, pour la grande bouche, faire un résumé, là, les quais, les structures humaines, aussi, c'est excellent. Les algues, beaucoup. Je parle d'algues, je parle de maisons, je parle d'arbres dans l'eau. Très, très, très important. Fait que, good. Ensuite de ça, on va commencer avec ce qu'on appelle en anglais le searching bait. Un searching bait, c'est une technique pour trouver le poisson. Donc, ça va être une technique que, exemple, je vais prendre un spinner bait. Je pensais que je l'ai sorti, je n'ai pas sorti. Un spinner bait, je vais prendre un poisson nageur qui est exactement la même chose. Donc, si je prends un poisson nageur qui avance comme ça, là, le poisson, il est bien tranquille à sa place. Puis, il y a quelque chose qui passe de même, c'est comme, ah, merde, un lunch. Ça va le ramasser. Donc, c'est pas nécessairement, c'est pas une technique de finesse. On peut faire de la finesse avec des jerkbaits, je vais vous l'expliquer tantôt, mais c'est quelque chose que il va tilter. Le poisson va tilter, il va faire comme, oh, il y a de quoi, pouf, puis il va y aller. Il pensera pas 2 secondes, genre, oh, ouais, c'est peut-être un leurre, hein. Je sais pas. Ah, ouais, je vais y aller. Non, c'est comme, ben relax, il se promène, il est tranquille. Là, je vais mettre un poisson, là, je me mets dans la peau d'un poisson. Donc, il se promène tranquille, puis à un moment donné, il y a de quoi qui se passe, boum, il va foncer dessus. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi les techniques de searching bait, puis il y en a là-dedans qu'on peut appliquer pour de la finesse, donc des techniques qui sont plus au ralenti. Je flippe avec quoi? Je vais l'expliquer plus tard. Quand je disais les arbres, oui, les souches, c'est ça. Tania Larente, elle écrit les souches, oui. C'est les arbres, c'est ça, les souches, les arbres. Des fois, les lacs, l'eau a monté ou un arbre qui a tombé, ça, c'est le paradis des achillères. Ils sont cachés là-dedans, c'est sûr et certain. Les grandes bouches. Donc, le soft jerkbait, c'est le premier que je vous parle. C'est pas pour rien. C'est ma technique préférée. Donc, je m'en étais sorti une d'une couleur intelligente. C'est celle-là ici. Le soft jerkbait, c'est un poisson en plastique souple. Ça, c'est un NXS. C'est le Deadshot de 5 pouces. Donc, c'est un poisson en plastique. Toutes les bonnes compagnies de plastique souple le font. Donc, ça a un grand corps comme ça, quand même assez large, avec une craque en dessous pour pouvoir mettre l'hameçon. L'hameçon qu'on va utiliser, ça va être un 4 ou un 5-0, dépendamment de la grandeur. Donc, c'est un hameçon qui est comme ça ici. Un hameçon qu'on peut mettre en texan, extra wide gap. Non, je peux pas me mettre en grand écran. Quelqu'un me demande ça. Je sais pas comment me mettre pour qu'on... Wow. Je peux faire un petit test, vite fait, essayer de trouver comment. Non, c'est pas comme ça. J'enregistre, hein, pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, je suis désolé. Je sais pas comment je pourrais faire pour... Ici, un autre piton, PC piton. Je vais peut-être tout briser mon affaire, puis je vais être obligé de recommencer, vous allez tout partir. Pointeur. Ah, yes, j'ai un pointeur. Hey, c'est le fun, hein, que la dernière journée, je trouve comment ça marche. Écran blanc. Vous voyez-tu mon pointeur maintenant? Okay, ben, ouais, c'est bon. C'est une très bonne idée. On va faire ça de même, puis je vais revenir à mon PowerPoint, je vais y retourner, je vais revenir. Ça va être simple. Donc, ça, c'est l'hameçon que je vais utiliser. Donc, c'est un hameçon texan. Comment que je vais le mettre? Pour les gens qui n'ont jamais fait ça, on va le rentrer à peu près 1 demi-pouce dans le plastique souple. On va le faire ressortir. Très important, très, très, très important que ça soit en plein milieu. Donc là, je l'ai manqué parce que je ne regardais pas ce que je faisais, je regardais l'écran. On le fait sortir en plein milieu du leurre. On va venir le pousser jusqu'au bout. Comme ça ici. Puis, après ça, dans la petite craque qu'il y a en dessous, on le rentre dedans. On trouve où est-ce que l'hameçon va ressortir. On le fait ressortir. Encore là, c'est très important que ce soit au milieu. C'est primordial. Si jamais vous avez un setup qui n'est pas droit, il ne nagera pas bien. Je vais vous expliquer comment le faire nager après. Puis regardez, l'hameçon, là, on ne le voit pas. Il est là. OK? Donc, ça permet de pouvoir lancer n'importe où. C'est pour ça que c'est mon searching bait préféré. Quelqu'un dit 6-0, c'est-tu correct aussi? Ça dépend de la grosseur de ton leurre. Il faut que tu sois dans la bonne grosseur. Là, j'ai
J'ai cherché pendant 15 minutes mon tackle box, mon groove, pour mettre mes hameçons. Puis j'ai dit, voyons, j'espère que j'ai pas perdu ça. Je sais pas combien j'ai d'hameçons là-dedans. Ils sont dans mon setup avec mes samples. C'est ce que j'utilisais pour montrer mes grooves à mes clients. Mais bon. Donc, j'ai un 4-0. Dans ce cas-là, ici, j'aurais mis un 5-0 sur celle-là. Je le trouve un petit peu court. Donc, cette technique-là ici, là, tu vas pouvoir la lancer dans les joncs. Tu vas pouvoir la lancer dans l'eau libre où il y a juste du sable. Tu vas pouvoir la lancer partout. C'est pour ça que c'est ma technique préférée. C'est versatile. Cette canne-là, en pratique et en tournoi, elle est tout le temps sur le deck. Tout le temps, tout le temps. J'ai pris des petites bouches, des grandes bouches avec ça. Je la spécialise surtout pour la petite bouche, mais c'est bon pour les deux. On attrape des poissons. Maintenant, la technique, comment on va faire ça? C'est super simple. Donc, la première fois que j'ai mis ça à l'eau, j'étais sur la rivière des Outaouais, un petit tournoi amical que j'avais organisé moi-même. Il y avait ma conjointe dans le bateau, puis je suis comme, il faudrait que j'essaye ça un jour. Tu sais, en tournoi, tu n'essayes jamais rien, mais là, je n'étais pas expérimenté dans ce temps-là. Je mets ça à l'eau, je dis, ouais, ça cale pas. Tu sais, je pensais, moi, là, je rajoute un plomb, ouais, ça cale pas. Ça reste à la surface, ça va tout croche. Je voulais pas un leurre de surface, voyons donc. Je voulais un leurre qui descendait un petit peu plus creux. On était comme dans 4-5 pieds d'eau. C'est ça le but de ça. Le but de ça, là, on va le lancer, puis on va ramener. Je vais vous expliquer quoi faire avec la canne, mais le but du leurre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? C'est qu'il aille gauche, droite, mais en descendant, en montant, en allant tout croche. Plus qu'il va tout croche, mieux c'est. Des bons soft jerkbait, comme le NXS ici, le Chad 5 pouces, va sortir de l'eau, il va redescendre, il va aller à gauche, il va aller à droite. Donc, comment qu'on va faire ça? Je vais prendre la bonne canne pour le faire. J'ai pas de rille sur la canne, mais en fait, je suis assez pogné dans mon bureau pour le faire. Donc, avec la canne, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va donner un coup, on va redonner du lousse. Quand on donne un coup, le leurre avance. Quand on donne du lousse, il y a du lousse dans le fil. Fait que là, lui, il va à gauche. On redonne un coup, il repart. Il repart en ligne droite. On redonne du lousse, il va à gauche, il va à droite. Il va par en haut, il va partout. Donc, ça, c'est primordial de bien le maîtriser. Puis, s'il revole à la surface, c'est excellent. C'est une technique qu'on va utiliser pour pêcher dans 6 pieds et moins. Mais j'ai fait lever des poissons de 6 à 10, 12 pieds même qui sont partis du fond et qui sont venus le pogner. Les poissons sont pas capables de résister à cette technique-là. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais en fait, je sais pourquoi. C'est un méné affaibli à surface qui a de la misère à nager, qui est malade, qui est faible. C'est une bouffe facile pour eux autres. Ils vont venir le chercher, ils vont le ramasser. Donc, c'est mon searching bait préféré pour pratiquer les tournois. Parce que, en plus de ça, ces leurres-là, ils ont du produit dessus. Donc, ils ont de l'odorifiant. Fait que le poisson va le prendre puis il va le garder longtemps en bouche. Donc, on a le temps avant de le ferrer. Mais en pratique, moi, je coupe les hameçons. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais couper l'hameçon ici. Puis, je vais le rentrer dedans pareil. Comme ça, je ne piquerai pas mes poissons puis je vais pouvoir les reprendre le lendemain, dans 2-3 jours, dépendamment quand est-ce que je pratique. Mon ami Martin Bérubé, il est là dans la salle puis il écoute. Je l'emmène pratiquer une fois de temps en temps. Il capote, il comprend pas ce que je fais. Je pêche, mais je n'attrape pas de poissons. Par contre, les poissons vont le garder longtemps dans leur bouche. Moi, je vais avancer au moteur électrique. Je vais regarder. OK, il y a 2-3 livres pas assez gros. On fait pas de waypoint. OK, c'est une 4 livres ici. On fait un waypoint. Martin est en train d'écrire. La première fois que je l'ai emmené pratiquer, c'est la technique. Il peut l'écrire. On a fait ça toute la journée, non-stop. On était sur Saint-François puis on pratiquait du shallow water. C'est ça qu'on a fait. Dans les couleurs, ben là, je revenais à mon PowerPoint. Dans les couleurs que j'aime beaucoup, le 501, le 502, le 503, c'est mes couleurs favorites. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour tout ce qui est l'eau claire. Martin, c'est comme être dans la maison de Hog Hefner et ne pas toucher à aucune fille. C'est une drôle de gag, ça. Dans de l'eau sale, un leurre, surtout pour la chienne, d'exemple, le 2 montagnes, qui est un lait au chocolat. Dans mon autre présentation, je l'ai dit, je le répète. Des couleurs qui vont être foncées ou le rose. Donc, mets un leurre blanc, prends un lait au chocolat, qui est la même couleur que l'eau du lac des 2 montagnes, et mets un leurre blanc dedans, tu le perds, tu le vois même pas. Qu'est-ce qu'on va bien voir? Des couleurs foncées, comme la 506 et la 508. Donc là, les couleurs ne sortent pas très bien dans mon PowerPoint, là, mais la Sparkling, la Watermelon Red, c'est celle-là que j'ai dans les mains ici. Puis la 508, c'est la couleur juste Green Pumpkin. Moi, j'ai la Watermelon Red. Green Pumpkin est encore plus foncé, la 508. Donc, d'être
capable de bien voir. J'ai appris ça à mes dépens. Encore là, je répète souvent à Daniel Cousineau, puis à toute fois j'en parle, je me dis crime qui m'a appris des affaires, ce monsieur-là. Je l'aimais beaucoup. Donc, le premier tournoi que j'ai fait de toute ma vie, c'était sur le lac Saint-François. Puis, il y avait... Le lac Saint-François, c'est clair comme on voit dans 20 pieds. C'est le lac le plus clair au Québec, là, avec l'autre bord du barrage aussi, qui est la continuité du fleuve Saint-Laurent. Là. Le lac Ontario, tu vois dans 20-30 pieds d'eau, si tu te concentres et qu'il n'y a pas trop de vent, là, c'est complètement fou comment c'est clair. La seule fois dans ma vie que j'ai vu le lac Saint-François pas clair, c'était à mon premier tournoi. Et je te dis que j'ai été mélangé comme ça, n'a pas de bon sens. Fait que là, j'ai sorti des couleurs flash. Je me disais, elle m'a sorti du chartreux. J'allais sur mes spots, mais je ne pognais pas aucun poisson. J'ai ramené 0 poisson à mon premier tournoi. Ça arrive, qu'est-ce que je te dis? Je conseille de ne pas commencer par un gros tournoi comme le B1. Là, lui, je pense qu'il n'existe plus le B1, là, mais anyway, commencez par des plus petits tournois pour commencer si vous voulez faire ça un jour. Puis j'ai mis des couleurs flash, du chartreux. Je sortais des affaires chartreux le plus possible. Puis à la fin de la journée, je te vois, Daniel, j'ai rien pogné. Qu'est-ce qui se passe? T'en as-tu pogné? Ben ouais, je l'ai pogné, moi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai sorti mes 5 coups noirs. Tu dis, tes 5 coups noirs, pourquoi? L'eau était sale, noire, c'est sale, tu vois pas. Là, il m'a dit ça. Là, au chocolat, mets du noir dedans, tu vas le voir. Avec le temps, ce que j'ai découvert en faisant des tests, c'est que le rose est excellent aussi pour voir le leurre quand l'eau est sale. Donc, ça, c'est pas compliqué, là. J'ai 4 couleurs. Moi, là, surtout celui que j'utilise, c'est le 503, le 501, le 507 puis le 508. Ça, c'est mes couleurs. J'ai tout le temps un petit peu de 501, j'ai tout le temps un petit peu de 506 pour varier une fois de temps en temps, mais pour faire de la chienne en petite bouche, c'est mes couleurs que j'ai. Pas besoin d'acheter 52 couleurs, c'est comme ça. Fait que ça, c'est le Dutch Shad de NXS dans le 5 pouces en Texas. La canne qu'on va utiliser, ça va être... Oh, on voit pas bien, hein, je pense. Ben, c'est pas grave, on voit au moins les specs. Une 7 pieds médium heavy dans le lancer lourd. Donc, pourquoi dans le lancer lourd? C'est que pour faire la technique de jerk comme ça, il y a des gens qui vont aimer ça au spinning, au lancer léger. Moi, j'aime pas ça. Mais prenez cette canne-là, prenez votre canne 7 pieds médium heavy ou 6 pieds 9 médium heavy, puis vous allez être capable de le faire aussi au lancer léger. Si vous n'êtes pas à l'aise avec un baitcast, c'est pas grave. Donc, la canne, c'est assez important d'avoir une canne quand même assez longue parce que on s'entend que c'est seulement un plastique souple avec un hameçon. Donc, ça pèse rien, mais vraiment rien. Donc, être capable de lancer ça, ça prend une canne quand même assez longue. Puis en même temps, ça prend une canne assez courte pour que quand on fait, je vous disais, alors, on donne un coup par en bas, puis on relève. C'est ça la technique. Donc, si j'ai un moulinet, je donne un coup, puis si ma canne est trop longue, le bout de ma canne va cogner dans l'eau tout le temps. On va faire peur aux poissons, ça travaillera pas bien, ça marchera pas. Donc, pour moi, ma grandeur, je suis 5 pieds 8 et demi, là. Je dis ça en niaisant, là. Je suis en 5 pieds 8, là. Je suis borderline d'être 5 pieds 9. Je suis pas très grand, donc je peux pas me permettre plus que 7 pieds. J'aimerais ça être assez grand comme mon partner, JC, qui est 6 et 4. Je pourrais prendre une 7 et 3 médium heavy. Je pourrais faire la même action, puis ça irait bien. Je pourrais caster encore plus loin. Donc, c'est important d'avoir une canne qui est moderate fast, pas une extra fast. Parce que quand on fait le coup, je veux que la canne appuie un tout petit peu pour absorber. Puis aussi, je veux qu'elle appuie pour absorber le hookset. Par contre, je peux pas avoir une canne trop molle comme une médium parce que la grosseur de l'hameçon, il est quand même assez gros. Donc, je serais pas capable de rentrer l'hameçon dans la bouche si ma canne est trop molle. Donc, la canne que moi j'utilise, c'est la Tournament Concept All Purpose de Okuma. C'est ma canne préférée. Genre, vous allez voir que je la répète souvent. Je l'utilise pour plusieurs techniques, cette canne-là. Donc, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ensuite de ça, une technique que j'adore vraiment énormément, c'est le jerkbait. Donc, avant d'aller là, je vais revenir ici. Le jerkbait, c'est une technique, c'est tes poissons nageurs comme ça. Nous, là, au Québec, on utilise ça pour faire de la traîne à grise, au doré, pour faire plein d'espèces. Mais ça s'appelle un jerk bait. Donc, le but, c'est pour le jerker. Donc, donner des coups comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec la canne? C'est exactement ce que je viens de vous montrer. J'étais vraiment en petit, donc c'était peut-être dur à voir, là, mais je vais le faire avec juste ma main parce que on est mal. Donc, on donne un coup, on donne du lousse. Ça fait la même affaire que la dernière technique que je viens de vous dire. Donc, dans le fond, je suis capable de faire gauche, droite avec mon poisson nageur. Donc, gauche, droite, gauche, puis là, il finit tout croche comme ça, je fais faire une pause. Dans la dernière technique, je ne l'ai pas dit, là, mais quand je pratique mes tournois, là, mon but, c'est de faire venir fou les poissons, de les faire approcher au bateau pour que je puisse les voir sans les piquer. Vous avez compris le principe un peu. Donc, quand je casse au jerkbait, au soft jerkbait ou même au jerkbait,
je casse, puis je fais juste faire le mouvement comme ça de même. Fait que là, le poisson, là, il fait ça de même, tout croche, il monte en haut, il redescend. Ça, c'est le soft jerkbait, OK? Lui, il va être le jerkbait avec la palette, comme ça, il va être plus gauche-droite, il va aller un peu en haut, un peu à droite, mais il va être plus constant. Quand que je vais arriver avec cette technique-là en tournoi, au soft jerkbait, moi, quelque chose que j'aime faire, c'est coup, pause. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, là? C'est qu'il fait ça de même, comme un méné, puis là, il fait une pause. Là, il redescend tranquillement comme ça. Souvent, c'est là que les Ashkans vont attaquer. Je refais faire la même affaire. Pouf, là, il saute en dehors de l'eau, il redescend, gauche-droite comme ça. C'est un peu énervant hein, que je vous fais à l'écran, je m'excuse, mais il va faire ça vraiment gauche-droite d'un, puis après ça, il va piquer du nez par en bas. Il va descendre tranquillement. Donc, j'imite vraiment un méné qui va pas bien, qui file pas, mais pas en tout. C'est ça le but de faire cette technique-là. Quand on parle de jerkbait, je vais faire exactement la même affaire. La différence entre l'autre, je vous ai montré tantôt, puis celle-là, c'est que lui, il est très réaliste. On est capable de se faire des plus grandes pauses, selon moi, parce que le poisson nageur, il va être en suspension dans l'eau, puis il va rester comme ça. Fait que c'est un méné qui est comme ça, qui file pas pantoute, là, que un moment donné, il repart, il fait 3-4 coups de même, puis là, il revient comme ça de même. Après ça, il revient de même. Donc, c'est un méné qui file pas pantoute. Quand la pression de pêche est forte ou le poisson mord un peu moins, vous voulez utiliser cette technique-là, pareil, j'appelle ça de la finesse jerkbait. Donc, je vais le caster, je donne 3 coups pour lui faire descendre dans la bonne colonne d'eau. Touc. Je fais une grande pause. Quand on a du courant, il va descendre le courant tranquillement. Donc, on est capable, on peut, si on est bien patient, pas tout le monde sont patients en pêche, 15 secondes, là, c'est pas trop. C'est déjà arrivé que c'était là qui mordait. Donc, après ça, 3-4 coups, tout, une pause, un autre 3-4 coups, une pause, puis là, je le laisse aller un peu, descend le courant. Donc, un jerkbait, il y a 2 types de jerkbait avec des bavettes différentes. Je n'ai pas mes sorties. Je suis pas fier de moi. J'ai pas sorti mes bavettes un peu plus grosses. Mais le principe est simple. Ça va aller, tout dépendamment des jerkbaits, celle-là, il va aller environ entre 3 et 4 pieds. Puis, une bavette un petit peu plus grosse, on va être capable de faire descendre en 6 et 8 pieds. Donc, on a des places dans le fleuve Saint-Laurent, j'ai des spots un peu plus creux, dans 10-12 pieds. C'est la façon que je vais aller pêcher. En tournoi, tout le temps. Donc, les baits que je vais utiliser à partir de cette année, c'est les Jerkmaster de Livingston. C'est la compagnie que je viens de commencer à représenter. Ceux qui n'étaient pas là dans les derniers séminaires que j'ai faits, où moi, je parle sur cette plateforme-là depuis 8 heures le matin, vendredi. Donc, la technologie est vraiment particulière. Donc, il y a le EBS. Je vais vous laisser regarder les couleurs qu'il y a là, mais dans les couleurs, je vais y aller avec du naturel. On essaie d'imiter un méné souvent. Donc, mettons qu'on part d'en haut, là, les 2 premières rangées, là, c'est mes tops. Là. Quand l'eau va être très sale, après ça, on va être capable d'aller dans des couleurs un petit peu plus flash. Je vais revenir comme ça ici pour vous expliquer la technologie. La technologie, c'est le EBS System. Donc, c'est Electronic Bait Fish Sound. Chaque poisson nageur qu'on va avoir dans l'industrie, que ce soit n'importe quelle compagnie, je ne les nommerai pas, mais le bruit qu'ils vont faire, ça va être des billes dedans. Ça va faire clac, 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 clac. Donc, quand on donne des coups, ça fait clac, 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 clac. Puis, c'est supposé d'imiter le bruit que le poisson il fait. Le poisson fait des bruits dans l'eau. Il émet des sons. Puis, les poissons entendent les bruits dans l'eau. Donc, on ne voit pas les numéros de la rangée du haut. On va revenir vite fait. Je vais pouvoir vous les dire. Moi, c'est gros dans mon écran. 3402, 3403, 3407, 3415, le Blue Trues, le quatrième. Le blanc qui est mon top 1, qui est mon préféré, tout plan d'eau confondu ou presque, c'est le 3417. Puis mon deuxième préféré, c'est le Ayu, 3419. Il aime mes clac à clac, Luc. Donc, chaque poisson nageur va faire clac à clac à clac. Donc, pour essayer d'imiter le poisson. Ce que je disais, c'est que chaque poisson émet des bruits, puis chaque poisson entend qu'est-ce qui se passe. Avec la ligne verticale qu'ils ont, donc la ligne, pourquoi j'ai un blanc de mémoire là? Donc, la ligne transversale sur le poisson, ça entend les vibrations. Ils ont aussi dans leur système, ils entendent les sons. Puis, la vessie natatoire fait une caisse de résonance, ils entendent par là. Latéral, c'est ça que j'ai dit. Donc, comment le poisson émet des sons? C'est que ses plaques branchiales sur le côté, quand il rentre et sort de l'eau comme ça, il y a des muscles. Quand les muscles compressent, ils font un bruit sur la vessie natatoire. Dans chaque poisson, il y a un sac d'air qui sert à monter et à descendre dans l'eau, dans la colonne d'eau. Donc, ce sac d'air-là, ça fait le même effet qu'un tambour. Donc, un tambour, c'est une peau en haut, une peau en bas sur un drum, mettons, là, tu as le snare, puis après ça, tu as des toms.
J'ai déjà joué de la musique. Donc, le tom, c'est boum, boum, boum. C'est une peau. C'est le même principe. Donc, imaginez-vous des muscles qui contractent sur la peau, qui est exactement comme un drum, qui fait clac, 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 clac. Chaque poisson émet des sons différents. Les petits poissons, ça a des petits bruits plus aigus un peu. Puis des gros poissons. Moi, j'ai été pêcher en Nouvelle-Orléans. Le redfish. Un redfish, c'est dans la catégorie des drums. Il est dans la même catégorie des malachiens qu'on a ici. C'est des poissons que leur système, comment il est fait, ils font encore plus de bruit. Puis plus ils sont nerveux, plus que le bruit est fort, puis plus qu'ils en font des bruits. Ben moi, en ramenant j'ai pogné je pense que c'était un 32 livres, un gros redfish. Il me semble que c'était ça, ou peut-être plus, un 40, je me souviens plus. Un gros redfish. Dans l'eau, on l'entendait. Il était nerveux. Poc, 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 poc. C'était très, très, très intense. Il me l'a dit, si tu pognes un gros fish, tu vas l'entendre vraiment à la surface quand il va arriver proche du bateau. Tu vas l'entendre s'il est nerveux. Là, j'étais comme, ouais, on va l'entendre. Mais non, j'étais vraiment impressionné du son que ça faisait. Donc, chaque poisson font ce bruit-là. Il y en a qui font plus que d'autres. Celle-là, je sais pas si vous voulez l'entendre, mais dans chacun des Livingston, il y a une micropuce puis il y a un petit speaker qui émite ce son-là. Donc, ça prend une pause de 4 secondes. Et ça recommence. Dans le cas d'un jerkbait comme ça, là, c'est quoi la puissance de ça? Pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aime le concept? C'est que moi, j'aime ça faire des grandes pauses avec mes jerkbaits. Donc, jerk, jerk. Un poisson nageur normal ferait clac, clac, clac. Plus de bruit. Lui, là, c'est quand que je mets au contact de mes doigts que le son il part, mais dès qu'il tombe en l'eau, il fait 4 secondes le bruit, 4 secondes pas le bruit. Donc, jerk, jerk, pause, pas de bruit. S'il y a un achigan pas loin, là, il va venir le chercher. Il va être excité par ça. Fait que, OK, il y a un petit méné qui va tout croche, qui fait plein de flashs dans l'eau, puis en plus de ça, il est en panique, il émet le son. Le poisson, c'est aller chercher le plus possible de ses sens. Donc, on dirait un criquet. C'est un peu ça le son que ça fait. Chaque poisson nageur va être différent. Regardez, lui, c'est un orange, c'est pour imiter un écrevisse. C'est un crankbait, mais c'est pour imiter un écrevisse. Donc, lui, il va faire le son des pinces. Oui, c'est électrique. Puis, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent combien de temps ça dure. Eux autres, c'est une compagnie du Texas. Dans les tests que eux autres, ils font, ils mettent que ça va durer 2 ans. OK? La puce qu'il y a dedans. Parce que, puis ça dure bien plus que ça, mais ils mettent ça pour pas qu'un client revienne après, tu sais, mettons, ils mettraient 4 ans, ça peut être 3 ans et 3 quarts, puis là, il va revenir, il va se plaindre, tu sais. Donc, eux autres, c'est 2 ans qu'ils mettent. Mais eux autres, au Texas, ils pêchent 12 mois par année. Ils pêchent en ce moment, là. Pendant que nous autres, on a 3 pieds de glace, que mon bateau, il est en dessous de 4 pieds de neige, juste à côté de la fenêtre ici, puis ça, c'est chiant, parce que je le vois, puis j'ai le goût de la pêche. Donc, 2 ans dans leur système. Quand j'ai commencé à représenter la compagnie Livingston, j'ai appelé mon ami Matt Pezzetta en Ontario, qui est avec Livingston depuis 3-4 ans, qui pêche avec ces poissons-là. J'ai demandé premièrement la crédibilité, s'il connaissait ça, si ça durait, puis tout. Il dit, Max, il dit, mes premiers Livingston que j'ai eu il y a 4-5 ans, je pêche encore avec. On est dans des situations, c'est lui qui m'a expliqué ça. Au Québec, là, on pêche 2 mois, tu sais, façon de parler. Là. Moi, je pêche quand même 6 mois, mais on a le double du temps. Donc, ça dure vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis, si un jour, il vient qu'à faire plus de bruit, c'est un excellent jerkbait aussi. C'est un excellent poisson nageur. C'est toute, la couleur est écœurante, puis la nage est vraiment belle. Donc, fini la parenthèse. Oui, c'est électronique. Puis, quand que je dis 15 secondes de pause, oui, c'est quand la pêche est beaucoup plus difficile. Tu sais, c'est un jerkbait, ça va exciter le poisson, puis en faisant pause, il va souvent faire comme, OK, là, faut que j'y aille, là. Faut que j'aille manger. Un poisson, il est là. Mon opportunité d'avoir un lunch aujourd'hui est simple et là. J'avais pas tant faim, mais il y a un poisson qui est là, qui est en attente. C'est simple pour moi. Je suis un poisson, je suis là. Je m'en viens tranquillement. Crème, il bouge pas. Ouais, il va y aller. Des fois, c'est quand tu repars. Là, il fait comme genre, j'ai pas faim, là. Il y a un poisson. C'est fatigant. C'est fatigant, hein? C'est que c'est fatigant. C'est qu'il s'en va. Là, tu repars. Là, il fait, il s'en va. Là, il va venir l'attaquer. Donc, oui, je fais des grandes pauses. Ça m'a servi dans plusieurs situations. Faut que tu le mettes dans le coffre pour l'entreposer. Donc, en mettant dans des coffres groove comme ça ici, c'est une compagnie que je représente, vos poissons nageurs ne cogneront jamais ensemble. Puis sinon, non, moi, je veux dire, il n'y a pas de façon spéciale de les entreposer durant l'hiver, mais de cette manière-là, la peinture ne sera jamais maganée. Ces coffres-là, c'est indestructible, c'est vraiment, vraiment fait fort. C'est seulement des petits aimants qui le tiennent ici, donc c'est facile à ouvrir. En tout cas, je vais revenir à ça plus tard. Donc, ça, c'est le jerkbait. La canne qu'il faut utiliser, c'est primordial. Et le fil aussi.
J'ai pas parlé, je reviens au soft jerkbait vite fait. J'ai oublié de me prendre des notes, de mettre le fil. Au soft jerkbait, là, les hameçons sont quand même assez gros. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça va être, moi, je mets du fil tressé 30 livres test, pas en bas de ça. Puis, je mets un avançon en fluorocarbone, pas trop long, juste 4 pieds. Je mets du 16 ou du 18, dépendamment si je pêche dans la grosse végétation ou bien non plus en eau libre. Donc, la majeure partie du temps, je vais mettre du 16 livres test. Fluorocarbone, 4 pieds, pas plus. 48 pouces, pas plus que ça. Parce que je veux être capable de rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson. Je veux pas trop d'élasticité. J'ai pas besoin que ça soit si long. C'est un reaction bite. Mais vu que j'y fais faire des pauses, tu sais, je pourrais mettre juste du fil tressé si je fais juste le ramener gauche-droite comme ça. Eux autres, ils vont juste un flash dans l'eau. Le fil s'en rend pas compte. Ils viennent fous puis ils vont aller cogner dessus. Mais dans un cas où je vais lui faire des pauses, puis que là, mon jerkbait, il descend tranquillement, mon soft jerkbait descend tranquillement, s'ils voient l'arnaque, s'ils voient le fil en avant, ils vont moins venir mordre. Donc, ça va me donner une meilleure chance. Dans le cas d'un jerkbait, donc les rigides, comme je vous parle depuis un petit moment, c'est très important, très primordial de mettre du fluorocarbone. Moi, je mets du 12 livres test. C'est celui que j'ai trouvé qui était le mieux pour moi pour faire descendre le jerkbait à la bonne profondeur. Un monofilament va le faire remonter. Le monofilament, il flotte. Un fil tressé, ça va être beaucoup trop raide. C'est des trépieds qui est en arrière de ça. Donc, des trépieds, on pense que quand on est piqué un poisson avec des trépieds, qu'on est capable de le wincher et de le ramener. Hey, il y a un trépied de poignet là, un là, puis un là. Oublie ça, là, il se décrochera pas. C'est 10 fois pire. Pensez au fait que, mettons que moi, je suis un poisson puis je t'accroche de même. J'ai un trépied dans la bouche, j'en ai un ici puis j'en ai un là. Puis là, on ramène. Donc, la force du fil est par là-bas. Je vais juste enlever mon truc, là, pour que vous me voyez vraiment m'accrocher un trépied live dans la bouche. C'est ça arrive un jour quand je fais cette démonstration-là. Donc, j'ai un trépied ici, j'en ai un ici, puis j'en ai un ici. Mais le fil, moi, je donne un coup de tête par là. Un moment donné, il y a un trépied qui se décroche. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un effet de comme ça, puis on perd notre poisson. Donc, il faut avoir un fil qui absorbe les coups pour être capable de ramener ça. Donc, un 12 livres test fluorocarbone de bonne qualité. On l'attache directement dessus. En fait, 100% des techniques que je vais vous dire là, j'ai eu plusieurs fois la question, mets-tu un émerion? Dans aucun cas dans la vie, je vais mettre un swivel avec une petite clip. Jamais, jamais, jamais. J'attache mon fil directement dessus. Un nœud palomar, that's it, that's all. Je reviens à ma présentation pour vous montrer la canne. Donc, il y a des cannes qui sont faites exprès pour ça. Donc, moi, c'est je ne l'ai pas sortie, elle est en arrière là, je la vois. La 7 pieds medium avec une action moderate fast, c'est la TCS. C'est une canne qui est faite il est marqué sur la canne, jerkbait, crankbait. C'est la TCS que je vais utiliser. Donc, c'est une canne qui est faite exprès pour ça. Donc, je vais répondre à ta question après, Tania. Donc, quand que je vais travailler, j'ai besoin que la canne elle soit assez molle pour que mon jerkbait il avance, puis que après, quand je donne mon coup, il avance, puis que il travaille bien. Je veux aussi une canne que, imaginez là, un poisson nageur qui s'en vient comme ça ici. Là. Je vais revenir à moi. Le poisson nageur s'en vient à cette vitesse-là, comme ça. Là. Le poisson, il prend. Si ma canne est trop raide, ça l'arrêtera pas, puis ça va glisser de la bouche, puis on va le perdre. Si la canne est assez molle, quand que lui, il va le prendre, la canne, elle va plier, ça va nous donner une chance à notre cerveau de prendre le temps de ferrer, puis là, on va pouvoir ferrer. Il faut donner des ferrages, c'est pas des coups, c'est vraiment donner c'est loadé qu'on appelle. Juste que les trépieds, ils rentrent dans la bouche comme il faut, c'est pas des gros trépieds, on n'a pas besoin de ferrer en malade sur un jerkbait. Donc, ça, c'est la technique du jerkbait. J'ai oublié quelque chose là-dessus. Ah oui, pour ton moulinet à jerkbait, crankbait, je vais parler du crankbait après. Moi, je suis malchanceux d'être un gaucher. Je suis un gaucher. Donc, chez Okuma, les deux seuls choix de ratio que j'ai, c'est 7.1 pour 1. Pour le jerkbait, je vais prendre un 7.1 pour 1 parce que je veux aller quand même assez rapidement quand que je ramène mon coup. Puis, quand je pogne mon poisson, souvent, mon jerkbait, je vais le faire en haut des algues. Je veux pas que le poisson descende dans les algues. Donc, 7.1 pour 1, ça va me permettre de le ramener un petit peu plus vite. Quand je fais du crankbait, je vais prendre un 6.3 pour 1 dans un Cerros ou un autre moulinet comme ça. Donc, je vais rapetisser mon ratio. Ce qui serait le best, là, ça serait vraiment entre 5 et 6, le ratio pour du crankbait, mais on va en parler après. Le spinnerbait. Tout le monde connaît ça. Tout le monde a eu des spinnerbaits. J'ai été un anti-spinnerbait pendant super longtemps. Par contre, j'ai retombé en amour avec ça parce que j'ai fait des super beaux fiches avec ça récemment. Donc, Serrano 6.5, en effet, c'est ça. Ah oui, puis pourquoi pas de swivel? Je mets pas de swivel parce que je mets du fluorocarbone au bout de mon leurre. Je veux que ça soit naturel. Je veux que ça ait l'air d'un vrai méné. Donc, si je mets un swivel, j'ai une patente en métal en avant qui est zéro naturel. Donc, j'attends. Puis,
un nœud palomar, il n'y a rien de plus solide que ça. C'est le nœud palomar que je mettrais sur mon swivel aussi, tu sais. Donc, jamais de swivel dans aucune situation. Un spinnerbait, c'est simple. On casse et on ramène. Fait que si vous commencez à faire de l'achigan, allez vous acheter quelques spinnerbaits. Pas besoin d'avoir 12 couleurs. Un foncé pour l'eau sale, un chartreux pour l'eau sale, mais pas trop, puis un blanc. En fait, achetez-vous 4 blancs pour un noir puis un chartreux. Ça, c'est ma façon de penser à moi. Moi, je pêche beaucoup de spinnerbaits blancs. Je pourrais vous sortir mon coffre. J'ai des 1,5, j'ai des 3,8, j'en ai 10 de chaque. Dans le blanc, dans le coffre, puis je l'ai en backup à quelque part dans un bac là. Puis j'ai comme 3 chartreux puis 3 noirs. That's it, that's all. C'est tout ce que j'ai de besoin. Donc, le spinnerbait, c'est un leurre qu'on va lancer, qu'on va ramener. 3,8 quand on va être en eau peu profonde, 1,5 quand on veut descendre un petit peu plus creux. La canne qu'il faut utiliser pour ça, sur un hameçon, sur un spinnerbait, l'hameçon, il est quand même assez gros. C'est une technique qui est faite pour lancer dans des joncs. On peut lancer dans des joncs avec ça, ramener. Une fois de temps en temps, les blades sur un spinnerbait vont être un peu sales, mais on le lave puis un peu, on peut lancer ça là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais vu que l'hameçon est gros, ça prend une medium heavy pour réussir de rentrer l'hameçon dans la bouche. Donc, moi, ma canne à spinnerbait, c'est la 7.3 medium heavy. Pourquoi pas la 7 pieds medium heavy? Parce que vous pouvez prendre votre 7 pieds medium heavy que je vous ai conseillé de faire du soft jerkbait. Il n'y a pas de problème là. Mais dans un monde idéal, moi, les cannes que j'ai mis là, c'est les cannes que moi, je prends. Il y a plein d'autres modèles. Là. La Serrano, dans, je pense, une 7.3 medium heavy. La Serros aussi, il n'y a pas de problème. J'ai juste décidé d'y aller avec les cannes que moi, j'avais. Mais vous pouvez prendre ça, puis demandez-moi c'est quoi le remplacement. Je ne veux pas payer le prix d'une Helios, je veux payer moins cher. Écrivez-moi après, je vais vous indiquer qu'est-ce que ça vous prend exactement. Donc, en ayant une 7.3 medium heavy, je suis capable de lancer plus loin. Puis, vu que je n'ai pas besoin de donner de coups par en bas, je fais juste caster puis ramener. Qu'elle soit longue, ça ne me dérange pas. Donc, puis j'ai beaucoup de backbone au niveau du fight. Donc, quand le poisson il donne des coups, ma canne est assez longue pour absorber les coups pour moi. Donc, 7.3 medium heavy, c'est ce qui est le mieux pour moi pour le spinnerbait. Vu que c'est la technique la plus simple à l'achigan, je ne passerai pas 1h30 là-dessus. Ensuite de ça, pour la grande bouche, la frog. Ça, c'est trippant. Ça, je vais passer du temps là-dessus parce que à tous les Jess Hunter, il dit la 7-11 pour moi. Ouais. Moi, la 7-11, je la trouve grosse un peu vu que je suis pas grand, mais oui, la 7-11, c'est une très, très, très bonne canne. Donc, je vais revenir. La frog, la grenouille, la fameuse grenouille. Tout le monde a déjà essayé ça, puis ils ont manqué des poissons, ça marche pas, Colin. Premièrement, prenez en considération que c'est dans les plus gros hameçons que vous allez avoir dans votre coffre. Donc, gros hameçon égale canne rigide, donc égale gros fil aussi. Parce que si je pêche cette grenouille-là avec du 10 livres test, pour réussir à rentrer l'hameçon dans la bouche du poisson, il faut que je fasse en malade. 10 livres test, il va casser. Le 10 livres, j'ai exagéré en allant vraiment bas. Mais dans cette canne-là, ici, moi, j'ai du 65 livres test. Parce qu'on va pêcher dans la grosse végétation. Et la canne que j'utilise, c'est une 7 pieds 3 heavy. Pas medium heavy, heavy. C'est dans la catégorie bâton de baseball. Donc, c'est vraiment, vraiment rigide. Donc, puis il ne faut pas avoir une action extra face. Extra face, l'action, c'est l'endroit où la canne applique. Une frog, c'est pas l'affaire la plus lourde au monde, mais le but de cette technique-là, c'est de lancer le plus loin possible pour aller trouver des poissons. Donc, si la canne est trop raide, quand on va lancer, elle ne fera pas l'effet de catapulte. Elle ne sera pas capable de prendre mon leurre puis de la catapulter encore plus loin. Donc, une face, comme celle-là ici, la frog swim bait, je pense même que c'est une moderate fast, donc un petit peu plus molle, mais on a un backbone de vraiment un bon backbone. Le backbone, c'est la partie qui ne plie pas sur la canne pour être capable de ferrer le poisson. Donc, on est capable d'avoir ça. Pour la grenouille, ça prend un grand ratio sur un moulinet. Ça, c'est un 7.1 pour 1. 7.3 pour 1, je m'en souviens même plus. C'est un 7.3 pour 1, le Helios. Donc, quand on va prendre un poisson, là, il n'y a pas de combat dans les algues. Là. C'est de ramener en malade, de wincher le poisson. C'est pour ça aussi que j'ai une 7.3 heavy, puis j'ai du gros fil. C'est de sortir le poisson de là. Si tu lui laisses une chance, tu vas la perdre, c'est sûr et certain. Quand elle va sortir dans les joncs, elle file pas trop. Elle se laisse emmener. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, elle tombe dans l'eau libre où on a notre bateau. Puis là, elle réalise qu'est-ce qui se passe. Puis là, on va avoir notre combat. Le drag, là, mes moulinets sont setés pour l'été. Donc, le drag est pour l'hiver. J'ouvre mes drags. Mais en théorie, sur ma canne à frog, à partir du mois de juin, quand on a le droit de pêcher, la basse, je te bats ça comme ça. Le fil ne sort pas. Je vais être capable de sortir le poisson des joncs puis de l'emmener le plus proche possible. Donc, ça, c'est pour la grande bouche. La technique qu'on va utiliser, moi, ce que j'aime faire, c'est caster puis juste faire ça avec ma main de main, en ramenant. Donc, qu'est-ce que la grenouille va faire? Elle va faire ça de main.
elle va s'en venir, elle va déplacer de l'eau dans les situations qui a beaucoup de nénuphars, qui a beaucoup de joncs, puis on va être capable de attirer son attention, puis sortir la grenouille de là. Ça, c'est la nouvelle grenouille de Livingston. Je l'ai pas essayé, mais j'ai hâte en tabarouette. La grosseur est parfaite, les hooks sont parfaits, puis elle fait le petit son aussi. Je sais pas si vous l'entendez, le son est vraiment aigu de la grenouille. Donc, une couleur de grenouille, ça a de l'importance, mais pas tant. Ce qui est très important de la grenouille, c'est d'avoir une bédaine foncée. Donc, exemple noir. J'en ai une ici de sortie de mémoire. Ouais. Bédaine foncée, quand que c'est soit le ciel est bleu, 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 ou que le ciel est blanc, 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 donc c'est nuageux, mais c'est des nuages blancs. Puis quand il pleut, qu'il fait noir, on va sortir une bédaine chartreux ou une bédaine blanche. Donc, vraiment, vraiment faire un contraste avec le plafond qu'on a en haut de nous. Donc, on veut que le poisson, il va venir, c'est un reaction bite, donc ça fait des vibrations à l'eau. Donc, si on met noir puis qu'il fait super noir dehors, elle va venir la prendre pareil, mais elle risque de la manquer. Elle va arriver, là, elle va passer à côté ou elle va la manquer. Elle la prendra pas bien. En faisant un bon contraste, on lui dit, gars, je suis là, attrape-moi, pogne-moi comme il faut. Donc, c'est ça. Je vais revenir à mon PowerPoint. Donc, c'est la Freddie B, la grenouille de Livingston. By the way, tous les prix qui sont là, malheureusement, c'est les prix en US. J'ai pris des print screens de catalogue. Donc, fiez-vous pas à ça. Rajoutez 35% de duty, de 35% de douane, plus du duty, plus des frais de ci, des frais de ça. Là. Donc, la grenouille de mémoire, elle va se vendre à peu près 16-17$. Donc, la canne, je n'ai parlé, c'est la 7 pieds 3 Heavy. Les top water. Donc, dans les top water, on a plusieurs catégories. On va avoir des poppers. Un popper, je vais prendre, j'en parle après, là, mais je vais prendre exactement la même canne que j'ai pris pour faire mon soft jerkbait, une 7 pieds medium heavy. Moi, c'est la canne que j'aime mettre. Ah, Liquid Mayhem sous la bédaine pour le marqueur UV, est-ce que ça marcherait? C'est sûr et certain que ça marcherait. Je suis sûr et certain que ça marcherait. Je vais l'écrire, le leurre électrique. Livingston. Oh, je l'ai mal écrit. Livingston. Ça, c'est la compagnie de leurre avec la puce électronique dedans. J'avais déjà vu de couper un peu les pattes de la grenouille. Ouais, je vais revenir à ça. La grenouille, oui, en effet. Ça, c'est ça, je viens de déballer du paquet, là. Mais moi, je coupe les pattes des grenouilles un petit peu. Quand que tu pêches à la grenouille, je vais revenir à la grenouille. C'est important, ce bout-là. Vite fait, là. Donc, quand tu pêches à la grenouille, c'est important de pêcher comme si tu étais aveugle et que tu n'entendais rien. Parce que souvent, ce que les gens vont faire, c'est ils vont ouvrir le poisson va ouvrir la bouche puis ils vont y enlever tout de suite. Parce qu'ils vont l'avoir vu. Quand tu fais de la pêche au poisson nageur, exemple, là, ça, c'est dans l'eau, là, puis ça avance, tu fais de la traîne au doré. Tu le vois pas, le poisson, là. Le temps qu'il le prenne, que ton cerveau se dise, hey, j'ai un poisson au bout de la canne, puis que tu ferres, il a eu le temps de le prendre, puis de fermer les dents dessus. À la grenouille, tu le vois. Donc, quand tu pêches à la grenouille, c'est important d'attendre d'avoir le poids, puis après ça, tu ramènes. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Moi, je coupe les pattes un petit peu. Je les trouve longues sur toutes les grenouilles. Ils les mettent longues, puis tu les coupes à la grandeur que tu veux. Je vais les couper à peu près ici. Je veux qu'il en reste un petit bout dans l'eau pour énerver encore plus le poisson, mais je veux pas qu'ils viennent chercher les pattes ici, puis que j'enlève la bouche, puis que je les manque. Donc, je les coupe un petit peu. Jeff, il dit pas de pattes, un rat. Il y en a qui coupent complètement les pattes. Moi, j'en laisse un petit peu. Ça, c'est des tests que vous faites selon votre degré de qu'est-ce que vous aimez et comment vous êtes bon à la grenouille. Au spinnerbait, si je mets du Budling en fluorocarbone, au spinnerbait, je mets juste du fluorocarbone. Je mets 16 livres tests de fluorocarbone all around dans mon moulinet. That's it, that's all. La raison pourquoi je fais pas ça au soft jerkbait, c'est que j'aime mieux, je vais souvent le pêcher j'aime mieux que le soft jerkbait, ça soit une réaction directe quand je donne le coup comme ça. Donc, qu'il fasse vraiment gauche-droite, une belle action. Spinnerbait, je vais lancer puis je vais ramener, donc je mets 100% fluorocarbone. Donc, tout le monde connaît ça, le popper. Tout le monde en a déjà eu. Ben, pas tout le monde, mais la plupart des gens. Donc, le popper, là, c'est facile. C'est caster puis ramener. Je ne passerai pas une demi-heure là-dessus. On fait plop, 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 plop. J'ai redécouvert le popper. J'ai recommencé à aimer ça depuis 2-3 ans en faisant des tournois dans des lacs. Donc, dans des lacs, ça va être super bon. Vraiment, vraiment bon. Tout ce qui est top water va avoir un énorme succès dans des lacs. Parce que dans des lacs, les poissons vont suivre les bandes baitfish. Puis les bandes baitfish, les petits poissons à pas, vont se tenir souvent à la surface.
Puis quand il y a un poisson qui vient pour les attaquer, les autres vont aller à la surface, ils vont sortir, etc., etc. Donc, un popper, ça limite ça. Un walking bus comme ça limite ça. Un walking bus, ça va faire vraiment gauche-droite, puis il est jointé en arrière. Donc, il va faire encore beaucoup de vibrations au-dessus de la surface. Mon popper, je le lance où? Partout où il n'y a pas de la végétation. La végétation, les trépieds vont pogner dedans. Quand il y a de la végétation, je lance une frog. Sinon, je peux lancer un popper. Un popper, ça va être bon pour la petite bouche, ça va être bon pour la grande bouche. Partout où il y a pas de végétation. Il peut y avoir de la végétation jusqu'à 100 dessus de l'eau, puis on va être correct. Dès que la végétation est à la surface de l'eau, on ne met pas un popper. On va mettre une grenouille à la place. Walking the dog, cette technique-là, elle est peu commune au Québec, mais tellement efficace, surtout en lac. Donc, ça, c'est le walking bus de Livingston. Donc, c'est exactement la même technique que le jerkbait et le soft jerkbait. C'est de donner un coup puis de donner du lousse. Ça va faire la même affaire, mais lui, il flotte. À la place de se promener tout croche dans le colonne d'eau, il va être à la surface. On donne un coup, il avance. On donne du lousse, il va à gauche. On donne un coup, il avance. On donne un coup, il va à droite. On redonne du lousse, il va à droite. Donc, c'est vraiment une technique qui dégage beaucoup d'eau, qui couvre beaucoup d'eau aussi. Donc, quand vous voulez trouver des poissons, vous avez un haut fond de roche là, qui remonte quasiment à la surface, lancez un walking the dog, faites la technique comme ça. Donc, pour qu'il fasse vraiment gauche-droite à la surface, les poissons vont partir de loin pour venir le chercher. Puis lui, en plus, il y a la technologie EBS. L'attaque du walk the dog est terrible en effet. Vraiment, vraiment beaucoup. Essayez d'imiter un poisson à la surface. Donc, les toutes blancs, j'en ai un ici. Là. Je m'en ai commandé, moi, cette année, mais je me suis commandé 4 silver, 4 blancs. That's it, that's all. Pas besoin d'avoir 22 couleurs. Il y a 22 couleurs de disponibles chez Livingston. Selon votre plan d'eau, peut-être une autre couleur va être mieux. Mais moi, partout ce que je pêche, c'est ça que je vais prendre. Topwater Buzzbait, tellement peu connu, mais tellement le fun à pêcher. Je vais l'enlever, là. Je vais m'enlever mon PowerPoint. Le Buzzbait, c'est ça ici. C'est une blade qu'on va lancer. C'est un leurre qui ressemble à un spinnerbait qu'on va lancer, puis à la surface de l'eau, ça va faire quand on va ramener. Quand il y a une attaque là-dessus aussi, c'est vraiment bon. Ça, c'est surtout bon pour la grande bouche. On va pogner des petites bouches aussi, mais surtout la grande bouche. C'est vraiment, vraiment efficace. Ça, on peut le lancer dans des endroits qui a des joncs. Donc, l'hameçon, il n'y a pas de trépied. C'est un hameçon par-dessus. Puis, ça, on va pogner une touffe d'algues une fois de temps en temps. Si c'est pas si pire, une fois de temps en temps, il va falloir enlever les algues après la blade pour qu'elle continue à bien tourner. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment efficace. La canne que je vais prendre pour ça, c'est la même que je prends pas mal tout le temps. Une 7 pieds médium heavy dans la TCS. Vous pouvez prendre ça, vous n'avez pas besoin de faire de jerk. Je pourrais prendre ma Helios 7.3 médium heavy. Moi, je suis sauté sur celle-là. Je pourrais prendre une Serrano 7 pieds 2 médium heavy de mémoire. Donc, tu veux pas une canne trop rigide parce que c'est quand même un leurre qui avance rapidement dans l'eau pour pas qu'il cale. Tu veux vraiment qu'il avance rapidement. Si ta canne est trop rigide, ils vont enlever pour la prendre puis tu vas continuer. Donc, il faut que ta canne soit encore là un peu molle pour que la canne plie quand tu pognes ton poisson puis qu'il y ait un temps pour toi de le ferrer. Donc, médium heavy, pour moi, c'est parfait. Ça fait du vacarme. Oui, en effet, ça fait... c'est excellent. À part le prix... la différence entre la TCS et la Serrano, la TCS, au départ, on avait Scott Martin avec Okuma, a été designé par Scott Martin, puis il a trouvé des actions assez parfaites. Ce qui est arrivé, c'est qu'après, Okuma, ils ont repris ces actions-là, puis ils les ont mis dans nos autres cannes. Exemple, la Serrano, la Saros, la Helios. Donc, on a eu son bagage. On l'a pris. Lui, il a décidé de quitter parce que son papa, il a parti d'une compagnie de canne à pêche. C'est assez compréhensible qu'il est allé travailler avec cette compagnie de canne à pêche-là. Mais on l'a gardé. Donc, dans la Serrano, la différence, le blank, ça ne va pas être le même carbone. Donc, la Serrano va être très, très, très légère. La Serrano, qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir une poignée en carbone. Là, j'ai un lancer léger ici. Je n'ai pas un bait de casse. Je n'ai pas sorti toutes mes cannes. Je n'ai pas de place, comme vous voyez. Donc, elle va avoir un wind grip ici. Avoir une poignée en carbone. Donc, c'est vraiment là, on est à un autre niveau dans les cannes à pêche. C'est vraiment, vraiment excellent. Elle va être un petit peu moins dispendieuse, la Serrano. C'est pas la même construction du blank. Personnellement, j'aime mieux le blank un petit peu de la TCS, mais on est vraiment proche. Là. On est vraiment dans les mêmes types de cannes à pêche. Mes couleurs préférées pour le Topwater, blanc en premier, silver après. Aussi simple que ça. Silver, là, chrome, autrement dit, là. Je l'ai ici. Tiens. Le petit chrome. Puis lui, il y a du orange en dessous, un petit flash supplémentaire. Donc, ça, c'est les couleurs toutes blancs, comme mon walking. Tu sais, dans le fond, on le regarde, j'ai sorti quelques leurres. C'est qu'est-ce que j'ai commandé. Donc, j'ai le walking bus
2 Junior, qui est silver. J'ai mon Walking Boss, qui est silver. J'ai un Walking Boss, qui est blanc. J'ai un popper, qui est silver. Puis j'ai d'autres poppers qui sont blancs dans mon sac là que j'ai pas sorti. C'est vraiment dans ces couleurs-là que moi... oui, les actions sont très semblables entre la Serrano et la TCS. Donc, les swim baits, de plus en plus populaires, loin d'être ma spécialité, mais je me donne comme mission de le faire. Martin Bérubé, qui parlait de Muskie tantôt, lui, s'est spécialisé dans le swim bait. On a JS Forcier qui a le... Allez voir la page Swim Bait Canada. Le swim bait, c'est un monde à part, c'est écœurant. Allez écouter notre podcast, On jase de pêche podcast avec JS Forcier pour comprendre c'est quoi le monde du swim bait. Mais là, moi, je vais parler du swim bait plus conventionnel, plus petit, moins dans le monde. Le swim bait, ça va donner du gros poisson. Du moins de nombre, mais du plus gros poisson. Ça ici, c'est le bio... oh, attends, j'ai pas mis le bon. En premier, je vais parler. BioMinnow Swim Bait de Fish Lab, la compagnie Fish Lab. Regardez comment c'est l'imitation de la réalité. Ce qu'on va mettre, c'est un hameçon texan comme j'avais pour ça ici, mais avec un poids en dessous puis une vis sur le dessus. J'aurais dû en sortir, je les vois, sont juste là, mais juste de faire le tour de tout mon kiosque, je me rendrai pas, je vais revenir dans 5 minutes tellement qu'il y a du stock. Donc, le principe de ça, c'est de casser puis de ramener tranquillement. Puis quand il fait faire des petites pauses, lui, il descend, la queue continue de tomber. C'est comme un méné qui est blessé. Un méné qui avance très tranquillement, puis un moment, on le laisse tomber, puis là, il repart après. Allez voir la nage du BioMinnow Swim Bait dans les vidéos que j'ai mis en bas, là. C'était écœurant. Martin Burby est là, il vient de dire Swim Bait, boom. C'est pas mal un king du Swim Bait. T'es un peu mon idole là-dedans. Puis j'aimerais bien ça que tu me montres qu'est-ce que tu fais, que moi, je ne mets pas assez longtemps dans l'eau. C'est pour ça que je prends pas confiance. Donc, on a un autre Swim Bait dans les compagnies qu'on représente chez... Oh, attends un peu. Chez Zell Outdoors. Et regardez comment la queue est souple de celui-là. Il va faire vraiment une super belle action. Donc, dans les swim baits, je suis pas le king là-dedans, mais on va préconiser des couleurs naturelles, là. Donc, c'est vraiment ça. On peut-tu mettre un poids Nico Rig dedans ou c'est pas assez lourd? Là, on parle de... Je sais pas si on parle de swim bait, mais je pense expérimenter pour te dire oui. Puis je sais pas où ce que je le mettrais parce que j'ai jamais essayé de voir la nage que ça ferait si on mettrait un Eco Rig. Fait que je sais pas. Tu sais, si tu le mets en avant, il va-tu nager trop de même? Je sais pas. Si tu le mets en plein milieu, je sais pas. Moi, je prends vraiment les hameçons. Puis Martin Bérubé aussi, il me l'a beaucoup expliqué, là. C'est l'hameçon extra wide gap avec le poids en dessous que tu visses. Donc, c'est ça. Donc, là, j'ai parlé de swim bait, des weed wedge, ouais. J'ai parlé de swim bait pour la grande bouche quand j'ai montré les gros swim bait. Puis, la raison pour laquelle j'ai montré les NXS, c'est que c'est des petits swim bait. Très petits swim bait qu'on va pêcher avec ça. Ça, par contre, ça, je l'ai fait. Ça, c'est pour la petite bouche. Donc, un petit swim bait comme ça ici, dans le 4 pouces. Une petite tête avec un hélice. Ça, c'est un petit truc que je vous donne, là. Ça, je l'ai expérimenté beaucoup l'année passée, puis ça marche vraiment bien. Donc, un petit swim bait. On rentre la petite tête de jig comme ça ici. On s'arrange pour que l'hélice tourne encore. On lance puis on ramène. C'est un mix entre un swim bait puis un spy bait. Donc, on a vraiment une super belle action. Ça, c'est une nouvelle tête de 74th Element. Donc, la petite tête de 74th Element avec l'hélice qui tourne avec un petit swim bait de NXS comme ça. Le Dancing Dead Chat dans le 4 pouces, c'est écœurant. Puis, dans ce cas-là, je vais prendre une canne beaucoup plus molle, comme une 7 pieds 2 medium light. La même canne, je vais prendre pour du drop shot, parce que l'hameçon, il est vraiment petit sur ces têtes-là. Vraiment petit. Le crankbait, le fameux crankbait, ça va prendre la même canne que le jerkbait, une 7 pieds medium. Puis ça, on lance puis on ramène. Le Howler DMC, c'est Livingston qui fait ça. Il a gagné le Bassmaster Classic en 2014 grâce à ce leurre-là. Exactement le orange qui monte là. J'ai le leurre ici dans mes mains. Donc, le petit Howler DMC. Donc ça, ayez pas peur de le lancer même s'il y a un peu d'algues. C'est pas grave, c'est ça qu'il faut. Quand il y a des algues ou on va juste ce qu'on appelait le ripper. Donc, on donne un bon coup, ça l'enlève de là. C'est souvent là qu'on va avoir des touches. C'est là qu'on va prendre des poissons. Les poissons, là, il y a quelque chose qui s'en vient, ça pogne dans un algue, ça dérange tout leur écosystème. Puis là, on rip, on l'enlève, puis là, on va prendre du beau poisson. Donc, il va y avoir deux types je vais vous les montrer là, puis je vous les montrer en image après. Donc, c'est de s'ajuster selon la profondeur de nage. J'ai exactement le même leurre, mais un avec une bavette carrée qu'on appelle un square bill, qui va aller à peu près de 5 pieds d'eau
Puis le deep comme ça, il va aller à peu près dans 8-10 pieds d'eau, mettons. Donc, tout dépendamment dans quelle colonne d'eau mon poisson, le crankbait, c'est excellent. J'ai commencé à faire des tournois, je pêchais rien qu'au crankbait. Pourquoi? Dans ce temps-là, c'était Kevin Van Damme qui était le king des tournois, puis il pêchait rien qu'au crankbait. Fait que genre, ouais, on va faire ça moi aussi. Fait que j'avais 3 cannes à crankbait, je castais du crankbait, j'arrêtais pas. On a pogné des lunkers avec ça, on a fait des beaux résultats de tournois quand même au début. On a eu beaucoup, beaucoup de succès. Je l'ai laissé tomber un peu. L'année passée, j'ai recommencé à pêcher avec ça, puis j'ai eu du beau succès aussi. Donc, c'est un très, très, très bon leurre pour attraper des poissons. Donc, ça, c'est la Waller DMC. Ça, c'est le SQ pour Square Bill. Les couleurs orangées sont très, très bonnes. Les couleurs naturelles, comme le premier, là, le genre de bleu, jaune, blanc, là, ça, c'est excellent. Les tout blancs aussi, c'est excellent. Donc, c'est cela. La canne que je vais prendre, je vous l'ai dit tantôt, c'est exactement la même que pour le jerkbait. Donc, une canne qui a une action modérée face. Puis, Manu, il dit, bon, searchbait, en effet, tu vas trouver tes poissons avec ça beaucoup, beaucoup. Tu vas couvrir plus de territoire. Tu as le pied sur le moteur électrique, tu casses, tu ramènes. Tu n'as pas besoin de faire rien avec ta main. Tu casses, tu ramènes. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un bon searching bait, facile à utiliser. Donc, la canne, c'est ça. C'est une médium avec une action modérée fast. Je vais mettre 100% fluorocarbone, 12 leaf test, pareil comme le jerkbait. Fait que vous pouvez avoir rien qu'une canne, puis interchanger jerkbait ou crankbait. Le flat slide, c'est un rattlebait, donc c'est un lipless crankbait. Donc ça a toujours été très efficace. Ces poissons-là font énormément de vibrations dans l'eau. Ça se promène vraiment vite. Ça fait beaucoup de vibrations dans l'eau. On l'a dit tantôt, le mot que j'avais oublié, la ligne latérale sur un poisson, eux autres, ils ressentent les vibrations dans l'eau. Donc ça, c'est un poisson nageur qui fait beaucoup, beaucoup de vibrations dans l'eau. Puis, lui, il fait le son en plus. Donc, on a un 2 pour 1. Fait que vous avez vu que dans mes samples puis dans mes leurres personnels, j'ai commandé beaucoup d'orange. J'aime beaucoup, beaucoup l'orange dans les poissons nageurs comme ça. Encore là, les autres que j'ai commandés, ça va être surtout la première couleur qui va être un genre de sexy shad, donc un petit peu de bleu, petite ligne jaune puis blanc. Kevin Van Damme, il a pêché avec ça toute sa vie. Ça a été sa couleur, puis il a fait des beaux résultats avec ça. Le bluegill va être bon aussi. Puis dans de l'eau très, 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 très sale, mais plus cuivrée un peu, je vais prendre du Fire Tiger, du vert. La canne que j'utilise, c'est la même que je prends pour faire du soft jerkbait, pour faire du topwater. Donc, la 7 pieds medium heavy. Un coup que le poisson y est trouvé, là, j'ai parlé beaucoup, beaucoup de techniques pour trouver le poisson. Je pense que je l'ai dit, le Pro Ripper, je prendrais dans des teintes naturelles, style blanc avec la ligne jaune avec le bleu. Puis, je prendrais du orange aussi. C'est les couleurs qui marchent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, un coup que le poisson est trouvé, on peut faire des techniques que moi j'appelle des techniques de finesse. Des techniques on met un leurre dans sa face, puis on attend. On sait qu'il est là. Il faut être patient. On l'a trouvé, notre poisson. Mettons, là, tu te promènes avec ton spinnerbait, ton leurre de surface ou peu importe, tu pognes une coupe de poisson en même place, recule-toi, puis prends une des techniques que je vais t'expliquer là. Le Ned Rig, c'est excellent. Ma technique à moi, c'est le drop shot. Le drop shot, c'est quelque chose que j'ai vraiment perfectionné avec le temps, que j'ai vraiment appris à bien le travailler. Puis j'aime beaucoup, beaucoup faire ça. Donc, le drop shot, ça va être super simple. Je vais mettre mon leurre dessus. En fait, je vais vous montrer l'hameçon. C'est pour ça je n'ai pas montré. Je ne l'ai pas monté. Donc, le drop shot, ça, c'est mon fil en haut. Ça, c'est mon plomb à drop shot. Puis, je vais prendre un tout petit hameçon, très, très, très finesse. Là, je dévoile mon plus grand secret de tous les temps que j'ai jamais dit à personne. Les hooks que j'utilise, c'est Gamakatsu G-Lock Finesse des numéro 1 ou des 1-0. Donc, c'est vraiment petit. Puis, la plupart des gens, ce qu'ils vont faire avec un drop shot, ils vont juste prendre leur leurre, puis ils vont le piquer dans le milieu comme ça. Ça donne une très belle action au leurre. Par contre, puis ils vont prendre des plus petits hameçons que ça. Là, imaginez-vous que l'hameçon, il est gros comme ça, puis ils vont le piquer comme ça, OK? Ça donne une très belle action au leurre, mais des fois, ça fait en sorte qu'il est tout croche. Puis, ça fait en sorte que le poisson, il voit l'hameçon. Le drop shot, c'est vraiment, vraiment de la finesse. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est prendre mon hameçon, puis de le rentrer texan. Si jamais tu tombes dans un endroit qui a des herbes ou des arbres, peu importe, en plus, tu restes moins pris dans le fond. Donc, je vais faire le même principe que tantôt avec le soft jerkbait. Je le rentre, mais là, à place d'être un demi-pouce, c'est 1/4 de pouce. Après ça, je vais venir le piquer dans plein milieu comme ça ici. Très important que ça soit droit. Puis, j'ai une présentation que le leurre reste tout le temps droit, tout le temps à la même place, puis le poisson, il ne voit pas l'hameçon ou à peine. Donc, ça, c'est mon petit truc que je vous donne. Oui, je peux l'écrire. C'est G-Lock Finesse. Donc,
G. Finesse. Je vais écrire Gamakatsu, j'imagine comme ça. Gamakatsu. Donc, ça, c'est ma petite technique. Là, vous êtes plus d'une centaine à regarder. Vous êtes une centaine à savoir c'est quoi mon hameçon. J'ai des amis personnels que je leur avais même pas dit parce que je me garde des petits secrets une fois de temps en temps. Mais là, je vous l'ai dit. Donc, dites-le pas à personne. Donc, le drop shot. Le leurre que je vous ai montré tantôt, je vais utiliser tout le temps des couleurs naturelles. Le Drop Lock Finest, je l'ai utilisé un petit peu l'année passée en lac. J'ai eu beaucoup de succès avec ça. Je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a d'autres leurres aussi que j'utilise beaucoup. Là. Je vous mentirais de vous dire que j'utilise juste celle-là. C'est la compagnie que je représente. C'est celui que je vous recommande. Il y a d'autres leurres que j'utilise beaucoup aussi. Les gens qui me connaissent le savent. Puis je suis pas un menteur. Qu'est-ce que j'aime de ce leurre-là, c'est qu'il y a trois jonctions ici. Puis la queue est vraiment mince, vraiment souple. Et Gilles Beaupré dit, on garde le secret. Donc, puis un leurre à drop shot va souvent être beaucoup plus petit. Le corps va être plus petit. Le but, c'est de faire vraiment de la finesse. Je l'ai dit tantôt, on l'a trouvé, le poisson. On sait vraiment, il est où. Je vais revenir comme ça, là. Donc, on a passé à côté d'une roche, en castant au spinnerbait, on a pogné un fish. Il y a peut-être d'autres fiches là. On arrête, on met la canne à drop shot à terre. Spinnerbait, mettons, là. Ou soft jerkbait. On casse le drop shot à côté de la roche. On en pogne d'autres. Donc, c'était à gauche de la roche. Je caste à gauche de la roche et je recasse à gauche de la roche. Quand on va être en eau peu profond, dans un lac où il n'y a pas de courant, je recommande de shaker un tout petit peu la canne comme ça pour donner une action au leurre. Si je le bouge un tout petit peu à peine dans l'eau, imaginez-vous qu'est-ce que ça fait, là. C'est juste la petite queue qui se fait aller, là. C'est comme un petit mané qui est en suspension, là, puis qui fait aller sa queue comme ça. Donc, les poissons viennent fous avec ça. Les smallmouth, ils viennent fous avec ça. Quand on est dans une situation qui a du courant, que ça soit creux ou que ça soit pas creux, la technique est super simple. Je caste et je fais sweet rien pantoute. Je ne bouge pas. Quand je suis dans le fond, je suis comme ça. Je pêchais avec mon ami, là, puis il shakeait tout le temps, puis il y avait du beau succès. Ma technique à moi, ce que moi je pense, c'est de ne pas bouger, mais pas du tout. 2h13. Je parle longtemps. Hein? Donc, on ne bouge pas, on descend dans le fond. Si on est en eau peu profonde, on va caster tout ce qu'on veut caster. S'il y a une flatte de sable avec une bûche en plein milieu, on casse à côté de la bûche, on attend, on ne bouge pas. Moi, ce que je pense, là, avec le bon leurre, la bonne technique, les bons temps de l'année, tout est parfait, puis le poisson, il est là. Un poisson, c'est rare en tabarouette qui n'est pas capable de résister à ça. Donc, on y laisse en face, là, puis il y a quelque chose là, qui est là, puis le courant va faire bouger ton poisson dans genre ton petit poisson tout seul. Donc, je vais revenir avec le fil après. Donc, vraiment, la queue va bouger tout seul avec le courant, comme un méné qui est en suspension, qui est comme ça, puis que la queue, elle bouge tout seul. Aussi simple que ça. Puis le poisson, il va avoir un méné dans sa face, il va faire comme c'est un plastique, là. Il va revenir, il est encore là, tabarouette. Il va partir, il va revenir. Il est encore là, lui, là, tabarouette. Il va partir, il va revenir, il va dire, là, mon estique, là, il va prendre une bite et vous allez rentrer le poisson dans le bateau. Donc, c'est ça. Pour ce qui est du montage, je vais parler des poids qu'on va mettre au bout. Il y a plusieurs poids, puis il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi la différence. Donc, je vais vous montrer ceux de 74 Element. Si vous voulez m'encourager, c'est ma compagnie, c'est moi qui ai parti ça. Donc, j'ai fait venir vraiment 10 ans pas trop. Simon, il dit 10 ans pas trop. Simon, il pêche beaucoup au drop shot aussi. En effet, moi, Simon, j'ai de la misère à pas dire les affaires, malheureusement. Il y a une affaire que j'ai pas dit, là. Tout a compris c'était quoi, mais c'est pas dans la technique rien, donc c'est ça. Les plombs que je vais utiliser, je vais vous montrer, là. Il y a le teardrop, la larme, il y a la larme à l'œil. La différence entre les deux, vous allez le remarquer, c'est exactement le même, mais il y en a un qui va avoir un œillet rond, puis l'autre, il va avoir un œillet qui est la pince conventionnelle du drop shot. Moi, ce que j'aime beaucoup, je vais revenir en vrai. Donc, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est que celle-là ici, je peux l'attacher. Ça m'est déjà arrivé en tournoi que j'ai vu l'achigan, j'ai lancé, puis quand mon plomb il a touché à l'eau, il est venu chercher le plomb, puis il me l'a arraché. Donc, dans ce cas-là, j'ai pas eu de chance de le pogner. Il a fallu que je rentre le leurre dans le bateau, que je remette un plomb, puis j'ai perdu du temps pendant ce temps-là, puis lui, il était on, puis là, je l'ai pas pogné. Tandis qu'en l'attachant directement après, il l'aurait pogné, il n'aurait pas été capable, ça aurait tombé dans le fond, puis là, il aurait fait « Hey, mon tabarouette », il serait venu pogner le leurre qui est en haut. Donc, aussi simple que ça. Il y a différents types de plomb. Le plomb cloche, comme ça, là, la larme à l'œil de la compagnie 74 Element Tungsten, qui est ma compagnie, comme je disais tantôt, c'est mon plus versatile, selon moi. Je peux faire de l'eau peu profonde, je peux faire de l'eau profonde avec celle-là. J'adore ça parce que, en théorie,
les ceux faits sur le long comme ça c'est un 3/4 d'once, c'est fait pour pêcher en eau plus profonde parce qu'il va descendre plus rapidement dans le fond, puis il va moins pogner dans le fond. Donc, mettons là que j'ai une situation là qu'il y a 2 roches collées comme ça, je vais faire un genre de Y, puis ça passe dedans, ça va glisser puis ça va continuer. Tandis qu'avec une boule, les ronds comme ça ici, si je passe là-dedans, ça va rester pogné. Puis là, on est pogné dans le fond, puis c'est un peu moins le fun. Donc, anciennement, ce que je faisais, parce que j'avais pas découvert les types en forme de larmes, je prenais ça dans l'eau peu profonde, dans des situations que c'était pas accrochant. Puis je prenais ça en eau plus profonde. Ça, j'aime pas ça en eau peu profonde parce que souvent, le plomb va se ramasser couché comme ça sur le côté, puis on sent pas bien notre fond, puis on n'a pas la bonne présentation. Donc, j'aime beaucoup celle-là qui est mon plus versatile. La façon qui est fait comparativement à une boule, s'il passe entre des roches, il va bien glisser pareil. On peut rester pris un peu plus souvent dans le fond qu'avec un long, mais je prends le guess. Moi, c'est surtout ceux-là que j'utilise. C'est une des raisons pourquoi j'ai parti d'une compagnie de tungstène. Je voulais avoir ce type de plomb-là. Je dis tout en plomb, là, mais c'est du tungstène, c'est poids-là. Puis, c'était super dur à trouver. Donc là, je l'ai trouvé, puis j'en ai tout le temps. Donc, ce qui est important, c'est que le swivel soit vraiment bon pour que ça tourne vraiment bien. On a des très bons swivels là-dessus. Donc, je vais vous montrer les autres. Donc, nous, on les a appelés la grenade et le grand slack. Donc, la petite boule, ça ressemble à une grenade, on l'a appelé la grenade. Puis, le grand slack, c'est le grand slack. Je l'ai appelé en l'honneur de mon ami partner de tournoi, Jean-Charles Goulet, JC, mon grand slack préféré. Donc, on m'a demandé le fil. Moi, ce que je mets dans mes moulinets, c'est tout le temps du 12 livres test stressé avec du 8 livres test fluorocarbone. 100% du temps. Mais la canne joue un rôle primordial là-dedans. Parce que là, je vous l'ai dit, l'hameçon, il est vraiment petit. Donc, c'est des hameçons qui peuvent ouvrir. Si on pêche avec une médium à vie, on barre le drag, l'hameçon va ouvrir. On va le perdre. Je pêche avec du 8 livres test. Si je pêche avec une médium à vie, que je barre le drag, le fil va casser, tout simplement. Donc, c'est pour ça que je vais pêcher avec une canne qui va un bout un peu plus mou. C'est la TCS. Excusez-moi. Il y a la TCS 7 pieds 2 Medium Light que j'aime beaucoup qui est là. Sinon, la Helios 7 pieds 2 Medium Light qui va avoir le bout juste assez mou pour bien sentir les touches. Pour que quand mon poids dans le fond se promène, s'il y a une crevasse, si ça remonte, elle va suivre le poids. Si jamais ça lève, je le sens. Si jamais ça descend trop parce que j'ai un poisson puis il y a du poids, je le sens. Cette canne-là est très, très, très sensible. Dans plusieurs des techniques, le spinnerbait, vous n'êtes pas obligé de payer 300$ pour une canne à spinnerbait. Ça n'a pas besoin d'être sensible. C'est le fun que ça soit léger, puis qu'on casse, puis qu'on ramène, puis ça aille super bien. Dans ce cas-là ici, je vous suggère d'avoir une canne qui est plus sensible pour bien sentir les touches. Donc, la raison pour laquelle je prends du petit fil, c'est que c'est une technique, tantôt je l'ai dit, là, mon leurre, il va rester là des fois 10 minutes. S'il voit un gros fil tressé noir, mettons, comme on prend pour la pêche à la glace, la chienne, il ne mordra jamais là-dessus. Un petit 8 livres test, c'est vraiment fin. Le poisson, il ne le voit pas. Puis, aussi, qu'est-ce qu'il y a? Je vais revenir à moi-même. Quand je vais pêcher en eau profonde, dans des situations de courant, je veux que mon fil casse le courant. Si mon fil est trop gros, a trop un gros diamètre, je vais descendre mon leurre dans le fond. Puis, quand on fait de la drift, quand on pêche en eau profonde, le but, c'est que le leurre soit vraiment en dessous. Puis moi, mon but, c'est d'avoir le plus petit poids possible. Dans le Saint-François, je prends du 3,8, une demi maximum. Une demi, c'est juste quand il vente ou quand je suis dans une situation près du barrage qui a plus de courant. Sinon, je suis juste avec du 3,8 tout le temps, et je suis capable d'être parfaitement en dessous du bateau. Donc, le drop shot, il faut qu'il soit en dessous du bateau. Puis il faut que le fil soit droit. Étant donné que j'ai du petit fil tressé, du petit fluorocarbone, il va couper le courant. Si je prends du trop gros fil, ça va faire une ballonne dedans, puis je vais moins sentir mes touches, puis au niveau du ferrage, il va falloir que je reprenne plein de lousse avant d'y rentrer comme il faut, on va perdre plein de poissons. Profond, peu profond, mettons 15-20 pieds et plus, c'est profond. Eau peu profonde, là, 15 pieds et moins. Mettons, là, on y va de même, là, mais moi, je trouve qu'il y a plus une braquette de 2 pieds à 7 pieds. Souvent, il ne se passe pas grand-chose entre 7 pieds et 20 pieds dans les plans d'eau, dans le fleuve Saint-Laurent. Tu sais, on nage, on a des spots, là, mais moins. Puis après ça, on va tomber surtout dans le 20 pieds et plus. Donc, à peu près ça. Simon Lauzon, il dit, depuis que tu m'as conseillé la Helios SX 7 pieds 2 Medium Light, je ne veux rien d'autre. Tu me donnerais une canne à 700-800$, puis j'aurais même pas envie de lâcher ma Helios SX. Combien de pouces entre le plomb et le leurre? Hey, super bonne question parce que je voulais en parler puis je m'en allais l'oublier. Donc, mon setup? Oh non, j'ai perdu mon setup. Ça, c'est, pour être franc avec vous autres, ça, c'est un setup que j'ai défait d'une canne
à la fin de l'année. Donc, ça, là, c'est environ 12 pouces. Ça, c'est quand que je fais du creux. Donc, quand je fais du creux, le plomb, il est vraiment en dessous du bateau. Donc, environ 12 pouces, c'est ce que je préconise. Si vous êtes bon avec votre sonore, vous êtes capable de voir que les achigan sont plus en suspension, mettez-les plus haut. Si vous voyez que les achigan sont collés au fond, mettez-les plus courts. J'ai déjà mis du 8 pouces parce que l'achigan était vraiment collé au fond. On voit que c'est vraiment le mien parce que j'ai passé dans les roches, il est tout magané ici en bas, j'étais sur le bord de perdre mon poids. Donc, voir l'appui en vidéo drop shot. Ah ben oui, on a une vidéo où j'explique exactement comment faire dans le creux. C'est Pêche en ligne 2.0 sur YouTube. Allez voir ça. Vous allez voir la technique. Je suis dans le bateau et je l'explique super bien. Mon caméraman, il était tellement bon en plus. C'est Martin Bérubé. Salut Martin Bérubé. Donc, en eau profonde, je vais mettre environ 12 pouces en moyenne. Si le poisson est plus haut, je vais mettre plus haut. En eau peu profonde, je vais faire du lancer. Donc, le leurre va être ici, puis mon weight va être là. Donc, en ce moment, là, mon leurre est à peu près à 4 pouces. Parce que là, j'ai fait un long lancer, il y a un angle dans le fil. Mon leurre est à peu près à 4 pouces. Donc là, je vais mettre plus 16 à 18 pouces de long pour que mon leurre soit à la hauteur des yeux des achigans. C'est ce qui est important pour moi. Ah, il y a le lien. Martin Bérubé, t'es malade. Donc, ça, c'est le lien pour aller voir le vidéo comment je fais du drop shot dans le creux. Donc, en angle comme ça, le leurre va être un petit peu plus haut si le plomb est plus loin. Donc, je vais être plus à la hauteur des yeux. Donc, c'est ça que je vais faire. Le craw, c'est un peu le même principe. Par contre, avec le craw, là, on revient avec des hameçons plus gros. Donc, est-ce que je prends ma C2 Medium Light? Non, regardez la grosseur de l'hameçon. Il est beaucoup plus gros. Donc, le craw, c'est une technique. Vous savez que les achigans mangent du méné, mangent plein d'affaires, mais l'écrevisse, c'est leur bouffe préférée. Donc, le craw pour la petite bouche, dans l'île Max, dans le 3 pouces, sur un montage comme ça, là, ici, là. Ça, c'est un football head, mais il est lousse, comme ça. Donc, ça, on va le lancer, puis on va le shaker pour que les pinces, ils se promènent tout le temps comme ça. On va lancer, on va ramener en shakant un tout petit peu comme ça. On fait une pause, on ramène, on shake un tout petit peu comme ça. Donc, les têtes que je vais utiliser, tu as la Football Head Loose. Ça, c'est 74 Element qui fait ça. C'est nouveau. Ça arrive seulement au mois d'avril au Québec, mais ça s'en vient bientôt. On a eu des petits problèmes avec, je pense qu'il y a une pandémie mondiale. Je sais pas si vous avez entendu parler, là. Donc, c'est plus dur d'avoir nos stocks, mais ça s'en vient. Au mois d'avril, on va tout avoir ça avant la saison de basse. Inquiétez-vous pas. Vous allez être full equip. Donc, ça, c'est le Football Head Loose. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet, quand on est dans une situation de courant, l'écrevisse, ça va vraiment bouger par elle-même. Ça permet de perdre un petit peu moins de poisson aussi. Donc, le poisson, s'il donne un coup à gauche, un coup à droite, peu importe, avec le fil ici, ça va être droit. Donc, ça va permettre au poisson de pouvoir travailler avec le leurre puis d'en perdre un petit peu moins. Combien d'onces sur l'écrevisse? On fait du 3,8 à du 1 once dans le Football Head Loose parce que c'est un que moi je vais utiliser dans le courant, donc un petit peu plus en profondeur. Donc, en eau peu profonde, je vais prendre 3,8. En eau plus profonde, je vais prendre du 3/4 jusqu'à 1 once. Une demi à 1 once. Le Woodat Football Head, moi, je l'utilise beaucoup plus en finesse. Donc, lui, je vais le prendre, je vais le lancer une place, je vais le laisser là, puis je vais juste le shaker. Donc, ça, je vais prendre du 1/4 ou du 3,8 en eau peu profonde. Puis, si je veux l'utiliser dans le creux, on peut l'utiliser aussi, le Woodat. On va prendre d'une demi à 1 once. Donc, pour faire descendre notre leurre plus profonde. Le GF, il dit, Woodat, let's go Saints. Yeah, c'est pour ça que j'ai appelé ça de même. Woodat, c'est une expression qu'on prend quand on est un fan des Saints. Si on va à Nouvelle-Orléans, tu vois une autre personne qui a une casquette des Saints comme moi d'habitude. Là, tu dis « Who dat? » Là, il répond « Who dat? » Puis, ça veut dire que vous êtes deux fans des Saints. Tu viens de te dire « Salut entre fans des Saints. » Les Saints de la Nouvelle-Orléans, l'équipe de football. Fait que c'est vraiment drôle. C'est ma compagnie, puis je me suis appelé la... Moi, dans les deux, celle que j'utilise le plus, c'est la Who dat. Fait que c'est pour ça, c'est elle que j'ai appelé la Who dat. Dans le creux, je vais utiliser beaucoup celle-là, mais j'aime beaucoup faire du craw en eau peu profonde. Je disais tantôt que les cannes, le corps du leurre était plus gros, donc on a besoin d'avoir une canne plus rigide. Dans ce cas-là, il manque un chiffre à mon code, là. L'année passée, ce que j'ai, tu sais, comme je vous ai dit, c'est vraiment les codes des cannes que moi j'utilise. Serrano, il y a un 721 MH dans le code. Donc, la petite Serrano ici, dans les MH, ça a été la canne parfaite pour moi pour pogner des crops. Ça nous a sauvés dans 2 tournois. On a pogné une belle smallmouth grâce à ça. Donc, je vais mettre du plus gros fil. Je vais mettre du 16 livres test dans le fil tressé, puis mon fluorocarbone au bout, ça va être du 12. Donc, en ayant du plus gros fil, j'ai besoin d'une canne plus rigide aussi. Pourquoi je mets du 12 en fluorocarbone? Parce que où ce que je vais pêcher, mon leurre va tout le temps être dans le fond, dans les roches. Donc, je veux me donner moins de chances que ça casse. Du 8, ça casserait souvent.
sais, le drop shot, là, c'est le plomb qui est tout le temps dans le fond, puis après ça, on est en suspension. Donc, il n'y a pas de problème là. Donc, le 7-2 MH, c'est vraiment excellent. Quand, au tabarouette, le code en bas aussi, il n'est pas bon. J'étais fatigué quand j'ai fait ce slide-là, peut-être. C'est le voyons, HSX Helios. Ça, c'est ma canne à Croix ici pour faire du creux. Là, j'ai un Carolina. Ah non, ça, c'est mon flipping stick. J'ai un Carolina rig de montage qui passe sur une de mes cannes à Croix. Donc, quand je fais du creux, je vais prendre une canne de 7 pieds médium heavy. C'est HSX, c'est la Helios que moi j'utilise. Je l'avais emmené pas loin, mais je ne sais plus où. Fait que, en tout cas, peu importe. Ah, elle est là. Donc, c'est la même que je prends du Carolina rig puis du Croix. Là, j'ai un Carolina rig dessus. Donc, je vais lancer mon écrevisse. Tu sais, le drop shot, il fallait tout le temps que ça soit en dessous. L'écrevisse, on va lancer, puis on va se laisser descendre par le courant, mais le leurre va être beaucoup plus loin en avant de nous autres pour qu'il y ait une belle nage. Donc, s'il était en dessous, le leurre serait tout le temps comme ça. Donc, en étant au loin, ça va être vraiment comme un écrevisse qui s'en vient comme ça ici, puis que les pattes se font aller tout seuls dans le courant. Donc, quand on drift dans le gros courant, je vais prendre la canne Helios HSX, traduction C, traduction 701 MH. Mais on peut prendre un autre baitcast de 7 pieds médium heavy. Le craw au flipping, ça c'est pour la grande bouche. Ça, c'est cette canne-là ici. Donc, ça c'est le fun. Parce que quand vous avez une attaque à ça, c'est écœurant. Donc, tu peux mettre un flipping jig qui est... Ah non, j'ai sorti tous mes coffres tantôt. Yes, il n'est pas loin, c'est bon. Donc, cette année, dans le fond, je vais y aller tout de suite. Ah, bon, je vais commencer par ça. Donc, on peut prendre dans la grosse végétation ce qu'on appelle un jig and pig dans le jargon. Donc, le montage, ça va être aussi simple que ça. On va mettre un gros hameçon comme ça. Donc, ça, c'est un 4-0. C'est Trocar qui font ceux-là. Oui, ça, c'est les Trocar. De mémoire, c'est un 4-0 que je prends. Je prends tout le temps les mêmes, sauf que j'ai pas une bonne mémoire. Fait que je l'ai pris en note dans un fichier Excel, puis je recommande tout le temps la même affaire à tous les années. Donc, un gros hameçon comme ça. Donc, pour ferrer, pour rentrer dans la bouche du poisson avec un gros hameçon comme ça prend quoi? Ça prend un bâton de baseball. Là, c'est la catégorie bâton de baseball. Le leurre que je vais mettre, ça va être un Big Max. Donc, le Big Max, qui est... T'es pas loin. Ah, il est là. Je l'ai. Je vais revenir ici. Donc, je vais prendre une imitation d'écrevisse aussi. Puis ça, je vais être capable d'aller pêcher dans les arbres. Je vais être capable de pêcher dans la végétation carrément. C'est pour la grande bouche, cette technique-là. Puis c'est vraiment le fun. Ça aussi, j'ai une vidéo que j'explique comment ça marche sur la page de pêche en ligne. Martin, si tu es encore là, si tu veux mettre le lien, ça pourrait être le fun. Les gens vont pouvoir aller voir ça. Quelle couleur d'écrevisse? Une écrevisse, c'est quelle couleur? L'écrevisse, c'est green pumpkin, puis des fois, ça a les oranges. Donc, moi, je prends green pumpkin ou green pumpkin orange. That's it, that's all. Black and blue. Black and blue, dans l'eau sale ou dans certaines situations, quand il fait très sombre, le noir, il va ressortir plus. Fait que je vous ai menti, j'ai 3 couleurs. Le green pumpkin orange. Il y a plein de couleurs là-dedans. Hein? Puis dans ton lac, ça va peut-être être d'autres choses. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça ici. Je vais le mettre en texan. Donc, je le rentre à peu près un demi-pouce. Je le place. Je le rentre au bout comme ça. OK, vous voyez. Puis, après ça, je viens le piquer dedans comme ça. Donc, l'hameçon ne ressort pas. Puis, un lâchigan, quand il va le prendre, ça va briser le leurre, malheureusement, mais l'hameçon va y rentrer dans la bouche. Ayez pas peur avec ça. Puis, vous pouvez l'utiliser aussi. Black and Blue, il est très versatile, en effet, comme Simon il dit. Là. Oui, quelqu'un me demande, peux-tu prendre la TCS 7 pieds 3 Heavy pour faire du flipping? Oui, tu peux. C'est pas pour ça parce qu'elle, elle va être un peu plus, de mémoire, elle est moderate fast. La 7 pieds 3. Ça, c'est vraiment de mémoire, là. Donc, elle va être moins rapide. Ce ne sera pas une fast ou une extra fast. Donc, moi, j'aime mieux que ça soit un peu plus rapide. Si tu as le choix, achète les deux. Sinon, tu vas te débrouiller en masse. Tu vas faire des super belles pêches. C'est juste quand tu vas être vraiment technique, puis tu peux te permettre. Moi, j'ai un flipping stick puis j'ai une canne à frog. Mais sinon, je le dis tout le temps, si tu veux mettons, là, tu veux commencer à faire du bass, là, je vais le dire à la fin, vous allez voir. Donc, ça, c'est le montage. Donc, un petit poids de 74th Element. Un petit peg. Mes pegs chez 74th Element sont vraiment particuliers parce qu'ils ont une partie un petit peu plus mince qui vont vraiment bien rentrer dans le plomb pour garder le plomb en place à cet endroit-là. Puis là, on le fait descendre dans le fond.
on fait le yo-yo. Donc, on donne un coup comme ça, un coup comme ça. Là, ça descend dans le fond. Ça ressemble à une écrevisse. On le fait remonter, remonter, descendre, puis on change de spot. Si ça n'a pas mordu, là, c'est un reaction bite. C'est vraiment comme lancer un spinnerbait. Fait que là, s'il y a un achigan qui est là puis qui voit quelque chose qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, il va aller dessus tout de suite. Fait que, tu sais, là, j'y vais vite un peu, là. Je flippe, je laisse tomber ça, je le monte, je le descends, je le monte, je le descends, je le monte, je ramène. J'ai pas eu de poisson, j'ai pas eu de bite, il n'y avait pas de poisson. Dans des situations que la bite est vraiment tough, je vais le laisser là plus longtemps, mais c'est quand même assez rare. Donc, je vous l'ai montré. Ça, c'est le Big Max. Donc, la couleur Green Pumpkin, Watermelon Red, c'est la couleur que je vais prendre beaucoup. Black and Blue, puis le Orange Craw. C'est vraiment mes top. J'ai un gros penchant pour la Green Pumpkin Watermelon. C'est ce que je mets sur mes trailers. Ça, c'est les weights que je vous ai montrés de 7/4 Element. Donc, l'obus, le Motor Shell en anglais. On fait de 1/4 jusqu'à 2 onces. Donc, on est capable d'aller pêcher en eau, vraiment en eau libre, des roches, des trucs comme ça avec le 1/4 jusqu'à perforer la végétation full pin avec un 2 onces. C'est plus qu'en kayak, t'as pas un deck complet de rod, là. Tu roules à 3 cannes. Ah oui, parfait. En kayak, pogne la 7/3, tu vas pouvoir faire de la frog puis du flipping. Ça va être parfait pour toi. Ça, c'est les pegs que je parlais tantôt. Cette année, je suis avec 7/4 Element. Ceux qui me connaissent, je suis un des seuls qui pêche au flipping jig au Québec. Là, pas vrai, là. Il n'y en a pas tant que ça, mais moi, j'adore ça, faire ça. Même mon partenaire, il n'en fait pas tant que ça. Donc, j'ai sorti la Flipper Flipping Jig. C'est une imitation d'un écrevisse avec du poil. Donc, ça va être plus gros, ça va avoir un plus gros profil. Ça va venir chercher vraiment la curiosité de l'achigan. J'adore ça, faire ça. Puis, qu'est-ce que je vais mettre en trailer? Là, j'ai pas la bonne couleur. Ça, la couleur versatile, je sais pas pourquoi, c'est tout à l'heure que je prends, c'est la Watermelon Green Pumpkin. Moitié Watermelon, moitié Green Pumpkin. Je trouve qu'elle fit sur toutes mes couleurs de flipping jig que j'ai là. Puis on fait du 3/8 jusqu'à 3/4. En Ontario, les Ontariens pêchent énormément avec des flipping jigs. C'est fou. Aux États-Unis aussi. Donc, on en a sorti une chez 7/4 Element pour moi puis pour mes amis ontariens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre cette flipping jig-là. Ça va être la même canne, le même setup. Puis, je vais venir le rentrer en texan, encore aussi simple. Je le rentre. Il y en a qui vont le mettre comme sur une jig à dorer, là. Mais moi, je le rentre 1/4 de pouce. Je le pousse au bout. Je vais me mettre en full vidéo, là. Donc, j'ai rentré à peu près 1/4 de pouce. Je l'ai poussé au bout comme ça. Puis après, c'est dur à montrer là-dedans. Puis après, je vais venir le piquer dedans. Donc, qu'est-ce que ça va donner? C'est que ma flipping jig chez 7/4 Element est vraiment tête plate. Donc, quand elle tombe dans le fond, elle reste vraiment stand-up comme ça. Puis de la façon que je mets mon écrevisse, les pattes sont vraiment dans les airs comme ça, comme une vraie écrevisse. Donc, qui est en train de se défendre. Tu sais, une écrevisse, là, quand ça se fait attaquer, là, ça se met les pattes dans les airs comme ça, puis ça pince comme ça. Puis les achiens vont venir arracher les pinces avant de le manger souvent. Donc, puis ça, c'est une couleur que j'aime beaucoup. Si j'avais rien qu'un choix d'une flipping jig, ça serait celle-là. Dans les autres compagnies, ils appellent ça Okeechobee Craw. Moi, j'ai appelé ça Blue Craw parce qu'on n'est pas sur le Okeechobee, mais pas pantoute. Ah ben merci beaucoup à Manu qui dit sérieux, c'est une bonne conférence, d'ajustement et de révision de technique, c'est super nice. Eh ben merci beaucoup, c'est gentil que tu dises ça. Vraiment apprécié. Donc c'est ça, j'aimais le Lil Max, ma couleur préférée c'est le Green Pumpkin Watermelon. Sur pas mal toutes mes flipping jigs. Flipping jig black and blue, je vais mettre un black and blue. Wow. Les cannes que je vais utiliser, c'est des bâtons de baseball. Tu peux prendre la 7.3 médium à vie, mais moi ce que je vais prendre c'est la Helios 7.6 à vie. Puis dans ce cas-là, c'est pour ça que je disais, tu sais, il y a 2 cannes que je recommande aux gens de payer peut-être un peu plus cher. On pêche avec du 50 ou du 65 livres test. Donc, c'est très important de sentir la touche. Plus que l'achigan est gros, plus que la façon qu'il va manger son écrevisse quand elle va tomber dans l'eau. Un petit achigan, là, il va voir ça tomber, il va partir, il va foncer dessus. Là, tu vas le sentir, ça va faire pop, boum, tu vas ferrer. Un gros achigan, là, quand ça va tomber dans l'eau, plus qu'il est gros, plus qu'il est capable d'aspirer de loin. Donc, il va être ici, il va aspirer de loin, puis tu ne l'auras pas senti. Donc, il y a une bonne canne qui est très sensible. Puis le deuxième petit truc que je vais vous donner, mettre son doigt sur le fil, comme ça. Donc, moi, c'est comme ça que je tiens mon moulinet quand je fais du flipping. Toujours. J'ai mon doigt sur le moulinet. Donc, s'il y a une toute petite tension, un petit quelque chose d'irrégulier dans mon fil, je le sais.
avant de ferrer, parce que quand on fait, là, je ne peux pas le faire dans mon bureau, mais quand on fait, là, c'est vraiment, on se penche, on reprend notre lousse. Oh, là, je suis en train de faire un mess. Je vais déposer ma canne ici. Je vais vous faire l'exemple de comment que je fais dans la vraie vie. Donc, je pense que j'en ai un. Je descends, je reprends mon lousse, puis je fais. Donc, j'ai pris tout mon écran au complet pour vous montrer comment c'était. L'hameçon, il est vraiment grand. Faut que tu y rentres dans la bouche. Puis, ceux qui me connaissent savent que je suis un ferreur extrême, dont Martin Bérubé et Dominique Papineau, ils capotent quand que je fais. Mais le ferrage, c'est malade. Comme il dit Nico, là, c'est fou, mais raide. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Moi, c'est les cannes que je vais prendre. Worm Wacky, c'est la technique la plus conventionnelle. Je ne parlerai pas une demi-heure de ça. C'est pour les gens, c'est versatile, ça marche partout. Donc, un worm, les gens appellent ça un Senko. C'est Gary Yamamoto qui a inventé ça. Donc, puis Senko, c'est le nom, c'est le Yamamoto Senko. Donc, toutes les compagnies en font maintenant. NXS en a, de très bonne qualité. Puis la tête que j'ai mis ici avec un petit poids, c'est 74 Element qui fait ça, c'est pour le faire descendre un petit peu plus. Ça, c'est la technique la plus simple au monde. Tu lances, tu le laisses tomber dans le temps. Joanne a dit, je débute vraiment la pêche. Est-ce que tu as une canne à me recommander ou peut-être assez polyvalente qui ne cote pas la peau des fesses? Ouais, je vais revenir avec ça tantôt. Donc, c'est la canne qu'on pourrait prendre pour faire cette technique-là en plus. Donc, on laisse descendre. Ça, qu'est-ce que ça va faire dans l'eau? Ça va descendre comme ça tranquillement. Je vais me remettre en full screen. Donc, on le laisse descendre dans l'eau. Ça fait ça comme ça ici. Ça descend dans le fond. Un coup de dans le fond, on prend une pause, on attend. Après ça, on fait juste se ramener tranquillement, puis on reprend notre lousse. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va... je vais répondre au ring après. Après ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand on va ramener, il va remonter de même, puis après ça, il va redescendre tranquillement. On couvre du territoire très lentement. C'est vraiment une technique vraiment, vraiment lente. Est-ce que je mets un O-ring? Moi, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de gens qui le font. Un O-ring, c'est quoi? C'est un anneau en rubber qu'on va mettre jusque dans le milieu, puis on va piquer notre hameçon dedans. Donc, comme ça ici. On va piquer ça comme ça, puis il va y avoir un O-ring. Un O-ring, c'est vraiment un anneau c'est comme un petit élastique rond noir. Moi, ce que j'aime pas de même, là, imaginez-vous, le poisson va venir prendre le worm. S'il prend vraiment de côté comme ça ici, ça va y glisser, puis l'hameçon, il ne rentrera jamais dans la bouche. J'ai toujours eu plus de succès en le plantant direct dedans, en plein milieu comme ça. Donc, c'est vraiment ma technique à moi. Par contre, tu passes bien plus de Senko ou de worm de cette technique-là, je vous l'avoue. Tu sais, ça déchire plus facilement, donc c'est ça. Il faut faire un compromis des fois. Moi, j'aime mieux acheter plus de plastique, pogner plus de poissons. C'est ça. Fait que la canne que je vais... ça, c'est les couleurs. Je vais prendre beaucoup de black and blue. Sinon, la couleur 508, c'est le watermelon. Je me souviens pas du vrai nom chez NXS, là, mais c'est comme un watermelon avec crème sur le dessous. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer le 511, le genre de bleu avec du green pumpkin. Moi, j'aime beaucoup watermelon red. J'aime beaucoup black and blue. Puis le rose dans l'eau sale. Fait que black and blue, quand c'est vraiment sale, ou dans pas mal de situations, black and blue, il est bon. Watermelon red, je sais pas pourquoi. Savage Gear Armor Mesh, c'est Savage Gear, je pense qu'il me reste 25 paquets aussi. J'aime beaucoup ceux-là, je les aime beaucoup. Il y a de la mèche dans le milieu, donc quand tu le piques, t'as pas besoin de mettre de O-ring. Il y a une genre c'est comme un string de maison. Puis quand tu le piques à l'intérieur, ça va vraiment, vraiment être bon. C'est GF qui dit ça, Savage Gear Armor Mesh, c'est vraiment bon. Je vais aller voir. Pierre-Luc peut tout te commander ça. Il n'y a pas de trouble là. Je passe peut-être des questions là. Je suis quand même assez concentré dans ma présentation, mais s'il y a de quoi, réécrivez-moi à la fin, je vais répondre. Je vais essayer de remonter le plus haut possible et répondre le plus possible. Donc, ça, c'est les têtes de 1,16 à 1 quart. 1 quart, on va vouloir descendre encore plus en profondeur. On a les têtes Wacky Head chez 74 Element. La canne que je vais prendre, c'est la canne. Il y a 2 cannes dans la série TCS. Il y a la Wacky Worm Skipping, qui est la 6-9 Medium. Pour lancer en dessous des quais, faire du skipping, la canne est plus courte, ça va lancer un petit peu mieux. En dessous des quais, c'est souvent ça que je vais utiliser. Je te parle en dessous des quais, là, pratiquez-vous, mettez-vous un petit peu plus loin avec votre bateau, puis lancez en dessous d'un quai. Dans le fond, le but, là, c'est que le leurre, il passe le plus près de l'eau possible, puis qu'il skip sur l'eau. Comme quand on lance une roche, puis qu'il se rende en dessous du quai le plus possible, sans pogner le quai, rester pris dedans. Les riverains n'aiment pas ça. Donc, puis ça, quand on va faire ça, on met pas de poids. On va prendre juste un hameçon. On prend pas les 74 Element. On prend juste on prend pas de poids, autrement dit. Donc, c'est ça. Donc,
moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la 7 pieds médium pour en eau libre ou pêcher près des lignes de jonc, près des roches. La 7 pieds médium, elle me donne un meilleur backbone pour ramener le poisson. Moi, je prends des très petits hameçons. Je me souviens plus de ma grosseur. Je prends des... Ah, tabarouette, j'ai un blanc de mémoire. Faudrait que je regarde dans mes coffres. Je suis vraiment pas bon avec les grosseurs d'hameçons. C'est pour ça que je les prends tout le temps en note dans mes coffres ou ben non, dans mon fichier Excel. Je suis désolé, tout le monde. Mais tantôt, je vais regarder. Je pourrais vous le dire si vous me posez une question. Le spy bait. J'en ai un de monté ici. Ça, c'est ma découverte de là, 3 ans. Où est mon spy bait? Il est sur une Helios 7.2 ml. Là. Ou ma TCS. Ah non, ici, c'est ma TCS. Le spy bait, c'est l'affaire la plus weird au monde. C'est juste un petit méné comme ça. Avec... Il est encore monté de l'année passée. Je mets tout le temps une sur le deck quand je fais de la petite bouche. Donc, ça, c'est la compagnie de Jackal qui fait ça. Il y a une petite hélice en arrière, puis une petite hélice en avant. Je ne sais pas si vous les voyez. Tu lances ça. Ça, c'est vraiment une technique qui est très, très, très compliquée. Tu le lances, puis tu ramènes très, très, très tranquillement. Très tranquillement. Les hélices vont tourner, puis les poissons ne sont pas capables de résister à ça. Donc, ça, je vais mettre soit du filtre tressé avec un très long bout de fluorocarbone, un genre de 12 pieds, ou full fluorocarbone. Là, à la fin de l'année, j'étais tanné de mon full fluorocarbone, ça despoule. Là, j'ai mis du filtre tressé, puis vous voyez, mon fluorocarbone, il part ici, il fait la canne au compied qui a 7 pieds, puis il revient jusqu'ici. Fait que j'ai à peu près 12 pieds de fluorocarbone. Donc, le spy bait, on lance, puis on ramène très tranquillement. Les poissons sont pas capables de résister à ça. C'est pas un leurre qui marche tout le temps. Moi, c'est un leurre qui m'a servi quand mon drop shot marchait pas, mon craw marchait pas. Je fais du Ned rig aussi, j'en ai pas parlé, là, j'ai vu des gens écrire à propos du Ned rig. J'en fais un petit peu du Ned rig. D'ailleurs, on a des nouvelles têtes Ned rig chez 74 Elements. Je vous en parle pendant 2 secondes. Donc, tête de Ned rig comme ça ici. Une petite tête. La mienne, elle est ronde. Donc, je pêche beaucoup dans le courant. Donc, elle, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va bouger toute seule. Pas besoin de shaker, pas besoin de rien faire. Le Ned rig va vraiment juste bouger comme ça, that's it, that's all. Il y a un bon bait keeper. Donc, regardez, il y a un petit bait keeper. Attends, je vais me mettre en full, là. Donc, il y a un petit bait keeper. Ah, puis je vais remontrer Spy Bait. Vous n'avez pas vu sûrement, hein? Puis, donc, c'est ça. Comme je disais, ça va juste bouger tout seul comme ça. C'est écœurant. Fait que... Ouais, Martin, il s'est acheté la Helios 7 pieds 2 light pour le Spy Bait. C'est vraiment ce qu'il y a d'idéal. Tantôt, je disais pour le drop shot que la TCS est un petit peu plus molle que la Helios au niveau de la 7.2 medium light. C'est pour ça que moi, c'est celle-là que je prends. Je vais vous montrer Spy Bait, ça ressemble à quoi. Une petite hélice en avant, une petite hélice en arrière qui tourne. Puis, souvent, quand j'étais pas capable de prendre des poissons dans un endroit où il y avait beaucoup de pression de pêche ou que ça c'était difficile, je sortais Spy Bait et je faisais des super belles pêches avec ça. Ned rig, la même que le drop shot. Oh, ça rentre pas là-dedans, ça. Donc, ouais, Ned rig, exactement la même que le drop shot. C'est exactement la même que ça. Donc, je vais prendre une canne, je vais prendre du Believe Test. C'est des petits hameçons sur du Ned rig, c'est pas tant gros. Donc, je vais prendre du Medium Light. 7.2 Medium Light, la TCS ou la Helios. C'est celle-là que je prends. Oui, vous allez pouvoir réécouter cette conférence-là en allant sur le site que vous êtes en ce moment. Ils vont mettre ça la semaine prochaine en ligne. Ça fait-tu 1h45 que je parle, moi? J'ai Hicham qui s'en vient me rejoindre bientôt. Il me reste quelques slides, je vais aller plus vite. Le Carolina Rig, je vais tranquillement. Je vais rapidement vous expliquer c'est quoi. Donc, c'est un montage qui est quand même assez compliqué à faire, mais qui peut être très productif, surtout dans des eaux profondes. Donc, on va mettre, là, c'est un flipping weight que j'avais mis parce que j'étais dans une situation que j'avais besoin de ça. Mais habituellement, ce que je vais mettre, là, c'est vraiment des plombs de Carolina Rig. Donc, le baril chez 74 Elements, comme ça ici. Puis, on va pêcher souvent avec du 1/2, du 3/4. Ce que j'aime faire aussi, c'est mettre 2 de 3/8 pour faire 3/4. Puis, je mets une bille en milieu. Puis, une bille après, ça fait du bruit dans l'eau. Donc, on va mettre un plomb ici, un poids. On va mettre un petit swivel. 20 livres test de fluorocarbone. Un hameçon Texan. Puis un Lil Max de NXS. Que là, ça commence à être tout le bordel, je ne le trouve pas, mais je vous l'ai montré 25 fois. Vous savez c'est quoi? Exactement ça. Les barils, exactement ça. Je voulais parler de... J'ai fini. J'ai parlé de pas mal toutes les techniques. Je voulais parler de quelques produits qu'on a chez Zell Outdoors.
vous êtes des pêcheurs d'achigan, je me suis dit, je vais parler du pilote. Que, tu sais, dans une journée de tournoi, une journée de pêche à l'achigan, t'as pas de toit souvent sur des bass boats. En kayak, t'as pas plus de toit, il pleut, tu veux y aller pareil. Le pilote 2, là, c'est vraiment, vraiment un très, très bon imperméable. Moi, c'est ce que j'ai depuis longtemps. C'est un 15 000 pour le waterproof, 10 000 pour la breathability. C'est vraiment, vraiment ça coche. On est bien là-dedans. C'est léger. C'est vraiment le fun. T'as un DWR dessus pour laisser perler l'eau. Il y a des belles couleurs aussi. La canne Psycho-Stick, tu sais quoi? Je voulais la mettre. Je vais revenir dans 2 secondes puis je vais vous la montrer après la Psycho-Stick. Je vais finir ces affaires-là puis je reviens avec la Psycho-Stick. Donc, dans ce manteau-là, on peut mettre aussi un buff. Je l'ai ici, pas un buff, une doudoune pour faire votre manteau d'hiver. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Ensuite de ça, on l'a pour la femme aussi. Donc, s'il y a des femmes qui... 12 pouces, pas 12 pieds, pas tout le moulinet. Ouais, 12 pieds. J'ai dit 12 pouces tantôt, c'était 12 pieds. Donc, c'est exactement le même manteau pour la femme, le pilote. Donc, un très bon imperméable pour la femme. Si les femmes veulent s'équiper comme il faut pour aller à la pêche. Le plus commun, ça va être le gris et bleu comme ça, mais on a des belles couleurs comme ça ici avec le Real Tree pour la pêche, pour la femme. Le Pilote Pro, c'est la crème de la crème. J'utilise ça depuis 2 ans ici. J'ai mon Pilote Pro à moi. Lui, ça va être un 15 000 pour le waterproof, puis un 20 000 pour la respiration. Ouais, si j'étudie ça, une doudoune, c'est ça? C'est correct, une doudoune? Donc, c'est vraiment, vraiment... Lui, il va être un petit peu plus long. Il va avoir une partie en arrière pour te protéger les fesses quand tu t'assis puis que tu n'as pas ta salopette. Il est vraiment, vraiment très confortable. Il y a une particule, il y a un petit matériel à l'intérieur pour pas être collé directement sur le manteau. C'est tout des zips YKK, des zips waterproof, des gros zips. Donc, c'est la crème de la crème. Ça, je vous ai montré pas mal tout ça. Je voulais montrer les nouveautés NXS, mais vous avez tout vu. Groove, c'est le fun, là. Je l'ai parlé 10 000 fois en fin de semaine, mais je sais pas si c'est le même monde ou pas. Ah, by the way. Yeah, ça, c'est mon coffre à Spybait. J'aime ça des Spybait, j'aime pas ça des Spybait. Fait que, c'est ça. Groove, toutes mes Spybait sont placés là-dedans. Ils cognent jamais ensemble. Ils restent vraiment, vraiment longtemps. Simon Lauzon qui dit « J'adore mon Frog Tugs ». Yes, sir. Mes hooks, comme je vous dis, je les ai regardés. Tête de swimbait, tête de football head, sont toutes là-dedans. Je perds jamais rien. Ça reste en place. Là. Il y en a un de lousse ici parce que c'est moi qui l'ai mis de même. Là. Mes hooks à swimbait sont ici. Ah, il était là, mes hooks à swimbait. Je peux vous les montrer. Fait que ça tombe jamais, ça casse jamais. C'est vraiment, vraiment résistant. C'est vraiment fait fort. Moi, ça passe l'été dans mon bass boat. On pogne la vague, ça va tout croche dans un bass boat. Là, j'ai des grosses têtes. Là. J'ai mes têtes 1/2 puis 3/4 d'once. Là. Ça lâche pas. Là. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun. Les coffres. Groove. Après ça, je vais aller prendre un print screen de la Psycho-Stick puis je vais vous la montrer, inquiétez-vous pas. Sunset, c'est pour les têtes de jig. Pour les hameçons, je mets 100% de mes hameçons là-dedans. Ça se transporte bien. Mes coffres sont pas assez gros de l'air, Mosquito. Non, désolé. Malheureusement, non. Si le ferait, ça coûterait bien trop cher. Ça serait comme 120$. Là, fait que... puis ils le font pour les pêcheurs à la mouche ou ben non, les gens qui vont pour la pêche sur la glace. Donc, avant de vous montrer la Psycho-Stick, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le côté. S'il y en a que j'ai passé, essayez de vous en rappeler, je vais aller répondre, il n'y a pas de problème. Dans vraiment pas long, dans 10 minutes, j'ai Hicham Benkiram. Je n'ai pas parlé, je ne sais pas s'il est là. T'es-tu là, Hicham? C-G-H-J-H. Non, Hicham n'est pas là encore. Il est supposé être là à 3 heures pour nous parler de ouais, pas grave, le prix. Le pêche aux basses, on fait des tournois les deux. L'année passée, il y a eu des beaux résultats en tournoi. Je voulais qu'on continue à en parler. Je me suis dit, ça va continuer de ce qu'on vient de parler là en ce moment. Il va pouvoir donner ses petits trucs à lui. J'étais à pêche avec lui, puis ça m'a impressionné comment il est méticuleux dans les détails, dans le drop shot, dans plein d'affaires. Recherchez Zell Outdoors sur Facebook et Instagram. Allez vous abonner. Moi, ça me fait plaisir. Je vous partage les nouveautés. Je partage tous les membres Zell Outdoors quand ils font des belles pêches. On les met là-dedans, etc. Si vous voulez voir tous les catalogues de toutes les compagnies que je représente, vous pouvez aller sur zelloutdoors.com. Dans l'onglet Brand Compagnie, vous allez pouvoir télécharger les catalogues et les voir au grand complet. Pour les produits, allez voir les détaillants locaux. Demandez-leur. « Hey, Maxime, il a parlé de 74th Element. Tu peux-tu m'avoir ça? » Allez les voir. Ils peuvent tout commander. C'est rapide. Ils vont avoir ça le lendemain. Donc, à part quand il y a des backorders, quand on ne l'a pas en stock au Québec. Donc, la plupart des compagnies que je représente sont aux États-Unis. Nous autres, on a un entrepôt au Canada pour être sûr d'avoir le stock via un distributeur. Donc, on a souvent le stock rapidement.
Sinon, on peut vous les commander. C'est le temps de faire vos commandes en ce moment. La pêche est seulement au mois d'avril. On est encore très tôt. On est encore au mois de février. Donc, c'est parfait pour pouvoir commander votre stock, garnir votre coffre Groove. Vous achetez du Livingston, 7/4 Element, du NXS, vous garnir d'un nouveau manteau Frog Tugs, vous achetez une bonne canne Okuma ou un bon moulinet Okuma. Je suis en train de plugger toutes mes brands, hein? Donc, c'est ça. Sur ce, bonne pêche. Je vais aller vous faire un print screen de la psychostick parce qu'il y avait des gens qui avaient de l'intérêt pour ça, dont moi. Puis je vais vous la partager un peu pour vous montrer un peu c'est quoi. Je sais que le pire, c'est que je l'ai déjà. Je vais revenir à moi 2 secondes. Puis dans pas long, je vais essayer d'appeler Hicham pour voir s'il est là et s'il est disponible. Celui-là, dis-nous-les, mon ami. Je vais voir s'il m'a appelé en attendant. Je vais me ruiner pour cet été. Je suis vraiment désolé, Jody. Psychostick. Simon Lauzon, il a marqué « J'irai voir Écoton de la Misport pour tout ça. » Ils ont un très bon site Internet avec vraiment beaucoup de produits dessus. Puis ils font 15% jusqu'à la fin de la journée aujourd'hui. Donc, si vous marquez Salon 15, vous allez avoir un 15% de rabais. Donc, print screen, Psychostick. Les prix de la Psychostick, ça va être dans le coin de 300 $. Dans ce que je vais vous partager, il est marqué 219, mais ça, c'est si on était américain. On est canadien, on a le taux de change et on a le dédouanement à payer, malheureusement. Mais cette canne-là, c'est la crème de la crème. Ça fait longtemps que je les vois travailler sur le produit, là. Je vous l'ai dit, ça fait longtemps que je vais à la casse puis que je la vois puis j'ai tellement hâte qu'elle sorte. C'est léger comme ça, pas de bon sens. C'est un 46 tonnes carbone. Bon, là, c'est fou. C'est la crème de la crème. Il y a un wrap par-dessus, pas par-dessus, à l'intérieur. Le UMR, c'est le Ultimate Matrix Reinforcement Technology. C'est tellement dur à expliquer. C'est vraiment parce que 46 tonnes carbone, c'est léger, c'est sensible comme ça, pas de bon sens. Mais c'est sensible aussi au niveau de si ça colle tout le temps à la même place, ça pourrait casser. Donc, eux autres, c'est pour ça que ça a été long avant qu'elle sorte. Si vous regardez, Jacob Wheeler était avec Okuma avant, là, puis il pêche avec une canne à pêche noire dans ses vieux vidéos, puis un scotch tape avec un petit papier écrit PSY. C'est la Psychostick qui testait. Ça fait 4-5 ans qu'elle est en test, cette canne-là. Avant de la mettre sur le marché, Okuma, il n'aurait pas fait n'importe quoi. Ils ont réussi à avoir... Ils voulaient avoir l'affaire la plus légère et la plus sensible tout en étant résistant. Donc, ils ont trouvé la technologie UMR, Ultimate Matrix Reinforcement Technology, pour la rendre plus résistante. Tu as des Fuji KW Concept Angle Guide, donc c'est dans les tops des guides. Vous allez retrouver ça sur les meilleures cannes des autres compagnies aussi, dans la Daiwa, dans la Sainte-Croix, etc. Regardez les bonnes cannes à 400$, 500$, souvent ça va être des Fuji KW Concept Angle Guide. C'est des guides que tu sens tout avec ça. C'est tellement compressé, serré, c'est tellement résistant, ça va être fou, ben raide. Là, Martin Berbier vient de vous donner un SKU, on a parlé de Muskie tantôt. Ils vont sortir la Psychostick pour le Muskie. Mais j'ai pas le droit de le dire, Martin. Pourquoi tu as dit ça? Fuji Sick Guide Insert with Deep Press Frame. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est tellement sensible, on sent tout. Ton moulinet, il sortira jamais de son socket, là, de la place de sa poignée. Il y a un système pour que ça barre avec une double noix. Donc, c'est ça. C'est garanti à vie. Dans le spinning, à date, ils font une 7 pieds 2 medium light, une 7 pieds 2 medium pour faire pas mal tout ce que j'ai parlé. Super léger, 4.2, 4.3 onces. Dans le baitcast, ils vont sortir une 7 pieds 2 medium, une 7 pieds 2 medium heavy, 7 pieds 2 heavy, 7 pieds 5 medium heavy, puis 7.5 heavy. Fait que moi, j'en ai déjà commandé. J'ai commandé 2 7 pieds 2 medium heavy dans le baitcast, une 7.2 heavy, une 7.5 heavy. J'ai commandé 2 7.2 ml, puis une 7.2 medium. Parce que je suis stupide puis je commande trop de stock pour rien. Fait que je vais regarder si mon ami